Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, incroyable mais vrai, non on va pas parler de ce film, on va parler avec Thierry de Pinsan. Déjà, comment ça va? Si on parlait d'incroyable mais vrai, on fait comme le film, c'est-à-dire qu'on réduit son concept à ce qu'il est, donc on en parle 10 secondes et on coupe. Désolé Mmh, Quentin, en plus, voilà. non mais on se fait un ciné ensemble aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on se fait un ciné, c'est ton collectif, enfin, que tu co-chapotes avec beaucoup de gens, vous êtes dans la collectivité justement, ça tombe bien. Ah, intéressant. Parce qu'on va enfin parler ensemble d'un de tes réalisateurs préférés depuis pas longtemps. Depuis Et pas longtemps, ouais. Tu nous diras d'ailleurs le moment un peu émotion, hein, comment tu as aimé le cinéma de Robert Guédiguian. Alors pas avec le film dont il va être question aujourd'hui, mais avec non, le film dont il va être question aujourd'hui, c'est L'argent fait le bonheur, sorti en 1993 en tant que téléfilm, même si Guédiguian, bon, c'est sorti à la télé d'abord, mais c'est sorti aussi au cinéma après. Et Guédiguian a plutôt parlé des contes de l'Estac. C'est ainsi qu'il a mis en place cette appellation, parce qu'il ne voulait pas que ça soit réduit à un simple téléfilm. C'est du cinéma, de toute façon, même les télé. Et c'est le premier de cette fameuse trilogie non officielle des contes de l'Estac, puisque c'est dans le quartier nord, il me semble, de Marseille, les contes de l'Estac, mais Ah, les stacks, non, c'est pas les quartiers nord. c'est pas les quartiers Mais nord. Bon, mais enfin, ça dépend, enfin, non, les stacks, c'est pas dans les quartiers nord. Par contre, effectivement, les contes de les stacks, notamment celui-ci, peuvent se passer, pas très loin des quartiers nord, ouais. voilà, mais bon, de toute façon, c'est garanti sans bac nord, je vous rassure. Je voulais la placer. Mais évidemment, après, il y aura Marius et Jeannette, pardon, pourquoi Jeannette? Jeannette, et à l'attaque, petit spoiler, il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre. Mais ça, c'est ce que tu m'as dit. On en parlera peut-être autrement. Et au casting de ce film, évidemment, comme 99% des films de Guédiguian, si ce n'est pas 100%, nous avons le duo magique Ariane Ascaride et Gérard Mélan. Gérard Mélan avec une magnifique moustache exceptionnelle. Voilà, j'avais envie de. C'est un peu comme la moustache de Jean-Pierre Bacry dans le goût des autres, mais là, il la garde. Il y a aussi Pierre Banderet, qui est un autre acteur à l'époque habitué du cinéma de Guédiguian. Tout à fait. Jean-Pierre Daroussin également, qui avait déjà joué avant et qui rejouera Ah bah, après. C'est le Jean-Pierre rôle. Daroussin, il arrive en 85 et il fait tous les films. Mais Enfin, ah à oui, un ah oui, près. oui. Ah oui, c'est vrai qu'après, techniquement, après, il est là tout le temps. Voilà. Parce que, Ouais, je crois qu'ils sont il y a que dans, je dirais, Le Voyage en Arménie, Le Promeneur du Champ de Mars et encore Le Voyage en Arménie, je crois qu'ils sont là. Mais en tout ouais, cas, si, ils sont Mélan là, et ouais. Ascaride sont toujours là, je pense. Ouais, il me semble. Dans Le Promeneur du Champ de Mars, il y a Ascaride, mais je crois qu'il n'y a pas Ah, Mélan et non, il y a pas Ascaride non plus. Mais c'est un peu plus compliqué. C'était un film de commande qu'il a fait un peu sur la d'accord. troupe, donc ouais, Et puis il y a aussi donc Pierre Bandoré, on en a parlé, Roger Souza, et le regretté, parce qu'il nous a quitté il n'y a pas si longtemps que cela, Jacques Boudet, mmh. voilà, qui apparaît pas longtemps, mais avec un rôle fracassant, disons-le. Et on peut inscrire ce film, alors là, j'ose ouvrir un petit truc, parce que ce terme a été popularisé, entre guillemets, 2 ans après avec la haine, c'est les banlieues films. Mmh. C'est une forme de banlieue film, alors Une forme de banlieue autrement film, ouais. que le stéréotype du banlieue film vraiment dans les régions parisiennes, mais c'est région marseillaise, donc quand même. Alors c'est pas le premier banlieue film français non plus, parce qu'il y en avait déjà dans les années 80, etc. Mais on pose ça là, un film de communauté aussi, ça c'est très important, qui va en gros, alors pour faire simple dans le synopsis, suivre la vie de plusieurs habitants donc d'une cité marseillaise. Alors c'est la cité, je sais plus le nom de la cité, je l'avais quelque part, mais bon, il y a un nom à cette cité qui a été partiellement détruite depuis d'ailleurs. C'est intéressant à notifier. On va suivre un curé notamment qui prêche là un petit peu dans un hangar, c'est bizarre. Déjà on voit que c'est l'idée du conte quelque part. Mmh. Un curé et des mères de famille qui vont tenter d'apaiser une situation qui est minée localement par beaucoup de problèmes, de chômage, de délinquance. On a une dame qui est prostituée, on a des trafics de drogue, et à un moment, il y a cette rivalité de caïds là, puisque c'est des anciens bras droits d'un jeune en prison, qui vont vouloir prendre le contrôle de la cité, je simplifie, qui sépare la cité en deux, surtout, et ça va mal se passer à un certain moment. Et là, à un moment, les mères de famille, notamment Simona, jouée par Ariane Ascaride, qui est veuve de l'ancien caïd local, décide de reprendre les choses en main et peut-être réapprendre à voler autrement comme autrefois est bien. C'est-à-dire faire une forme pas de crime, plutôt de délit, mais dans le but de rassembler la communauté. Et ce qui est très intéressant au début du film, c'est qu'on voit la communauté réunie. Mais ça, c'est le futur.
On a Mmh. le curé qui ensuite va nous raconter évidemment ce qui s'est passé. Mais avant toute chose, mon cher Thierry, pourquoi Robert Guédiguian? Ouh Voilà, là là! petit préambule. Tu veux m'achever dès le début? Alors c'est Ah, quelque chose qui en plus c'est bien que tu en parles parce que, ça me permet de dériver sur de la promo sur de l'auto-promo déguisée. C'est que j'aurais presque pu te lire quelque chose par rapport à ça. En fait, on est en train d'écrire une rétrospective Robert Guédiguian, notamment avec Louane Nives, du coup, sur On se fait inciter. Alors après, c'est comme d'habitude, comme toute rétrospective, c'est très ouvert à la rédaction. Pour l'instant, on est vraiment 2 à se partager cette rétro, mais on précise à chaque fois où est-ce qu'on en est. Les membres de la rédaction peuvent s'y ajouter. Et je pense qu'il y aura même certains films sur lesquels je vais leur demander d'intervenir parce que ce serait peut-être un peu rude pour moi d'en parler. Notamment celui que je vais citer là. Mais du coup, première chose qu'on a fait là-dessus, c'est que j'ai écrit un préambule, chose qu'on fait pas. Enfin, t'écris tout le temps une introduction à une rétrospective. Là, j'ai vraiment écrit un préambule qui va être publié à part parce qu'il est contextuel. Bon, enfin, je vais citer ça, c'est toujours gênant d'en parler, tu vois? Même des années après, voilà, on a perdu un ami, mais toi et moi, hein, je veux dire, voilà, enfin, moi, un ami très proche, toi, j'imagine quelqu'un que tu connaissais quand même relativement bien, qui était, Virgile Ancely, qui avait la chaîne Souffleur de Coffret. Voilà, bah, mais qu'on connaissait surtout à la vie, hein, je veux dire, avant de le connaître sur YouTube et en gros, je sais pas du tout, mais c'est ce que je dis dans mon article, je sais pas du tout, moi, si Virgile Ancely connaissait, Robert Guédiguian, s'il aimait, voilà, est-ce qu'il l'avait déjà rencontré, est-ce qu'il avait dialogué avec lui? Une chose est sûre, mais ça j'en suis certain, s'il connaissait ses films, il en serait mordu. Voilà. Parce que ce que je vois dans les films de Robert Guédiguian, donc généralement, enfin des films qui font, parce que, enfin les films, même si c'est pas ce qui se passe à l'écran, tu sens que c'est Robert Guédiguian et des gens qui sont dans une salle et qui sont en train de penser à comment refaire le monde. Tout le temps. Devant sûrement un verre de pastis. Et c'était ce qu'on vivait souvent. Tu vois, ce moment où on se rejoignait, on se dit: «Tiens, on va se croiser, on se met devant un verre et puis on refait le monde» et le monde communiste, évidemment. Donc on repense le monde, on repense les injustices, on repense les inégalités, comment est-ce qu'on va s'insérer là-dedans? Comment est-ce qu'on va sensibiliser autour de nous? Voilà, qu'est-ce qu'on va raconter? Et on a fait des vidéos pour ça, on a fait plein de choses et du coup, quand j'ai vu, tu vois, enfin le Robert Guédiguian, c'était ça, mais je le la rencontre avec Robert Guédiguian, c'est sur Et la fête continue, donc film maintenant qui a quelques années puisqu'il est sorti en 2023, donc bon, il a 3 ans. Et donc du coup, voilà, moi je découvre le film, le jour où, voilà, Virgile Vancellis s'apprête à décéder. Voilà, on apprend qu'il a eu un problème de santé, qu'il est à l'hôpital, qu'il est entre la vie et la mort. Moi, je suis dans le train, je suis en train d'aller travailler quelque part. C'est assez, voilà, enfin, tu es là, tu te dis: «Putain, qu'est-ce que je vais faire de cette information-là?» Ouais, il y a le côté, voilà, enfin, selon bon, évidemment que tu penses à lui et à ses proches, sauf que là, je suis là en mode: «Putain, je suis pas du tout en condition, moi, d'accepter ce qui est en train de se passer» et j'arrive dans une ville que je connais pas, je suis tout seul, je vais pas bien, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je peux faire?» parce que de toute façon, à part attendre des nouvelles et maturer l'information, je peux rien faire de plus. Je vais aller au cinéma. Voilà, parce que ça va me permettre au moins de m'évader un petit peu. Je passe devant la seule salle. J'étais à Saint-Étienne, c'était le Méliès, je vais devant en mode: «Bon, c'est la première salle que j'ai trouvée, qu'est-ce qui passe?» Je regarde, j'ai vu tous les films qui passent, sauf celui-ci et La fête continue, qui est un film que j'avais pas envie de voir. Parce qu'il passait à côté de chez moi, au Métropole à Lille et je regardais l'affiche en me disant: «Ouais, ça a l'air d'être le vieux truc un peu franchouillard». J'avais même confondu ça et c'est pas bien ce que je veux dire, avec l'affiche d'Alexandre Arcadi, là, le petit blond de la Casbah. Tu vois, j'étais là: «Oh non, mais je vais pas regarder un espèce de film comme ça de vieux gars». Je te dis, tu sais, j'avais eu exactement la même réflexion sur une affiche. C'est con, hein, de juger sur une affiche de Rapno sur son dernier. Je crois que c'était Belle Famille, son dernier truc comme ça. Je me dis: «Qu'est-ce que ça a l'air nul ça». Puis maintenant Rapno, j'aime bien ce qu'il fait, donc c'est intéressant. Mais du coup, je vais voir ça en me disant: «Bon, allez, hein, foutu pour foutu, je vais aller regarder ça. De toute façon, l'idée, c'est que je vois quelque chose». Quand je suis sorti du film, j'ai bien mis, je pense, 2 heures et demie et c'est très égoïste au final, à me rappeler de pourquoi j'étais pas bien avant. J'avais totalement oublié ce qui était en train de se passer, tu vois? Sur un lit d'hôpital, à 500 kilomètres de moi. Parce que, ben, ça m'a totalement emporté et que sur le moment, ça m'a rappelé que, ben, enfin, et voilà, il y a un monde qui existe, il y a un monde qui bouge, il se passe des choses et tu vois, après tu y repenses, tu te dis: «Ben, c'est un peu, j'imagine, ce que mon ami m'aurait dit en mode, «On a tout le temps tenté de refaire le monde et maintenant vous devez le refaire sans moi, quoi. Donc continuez à vouloir refaire le monde». Et les films de Robert Guédiguian, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps cette dynamique-là, ça m'a totalement touché. Moi, je suis tombé fou amoureux de tout le casting. En plus, vu qu'il a cette façon de travailler qui lui est souvent reprochée et je comprends pas ce reproche parce qu'une fois de plus,
on reproche sur des bases théoriques qui font qu'on refuse de comprendre l'œuvre de quelqu'un, c'est dommage. Après, on peut la comprendre et lui reprocher derrière, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est un recul qui n'est pas bon. C'est justement ce côté, c'est une troupe de théâtre, en fait, la troupe Guédiguian. S'il va tout le temps retravailler avec les mêmes acteurs, de la même manière, et va leur faire jouer plein de rôles différents. Donc, tu vois, le reproche qui est souvent fait, c'est tout ce qui tourne autour d'Ariane Ascaride, qui est généralement soit en couple avec Mélan, soit en couple avec Daroussin, soit des fois les deux. Dans Marie-Jo et ses deux amours, par exemple. Et tout le monde dit, ouais, c'est n'importe quoi. Et c'est souvent ce qu'on leur ressort en plateau. Mais tu fais, mais c'est une question de troupe de théâtre. Quand tu travailles avec la même troupe, tu vas être amené à changer de rôle constamment. Et tant pis si c'est le même visage. Et lui, il a vraiment intégré ça dans sa façon de travailler. Voilà, donc du coup, voilà, moi je vois Et la fête continue et depuis chaque fois que je vois un film de Guédiguian, il y a une espèce d'émotion folle, ne serait-ce qu'à l'apparition des noms. Je sais qu'ils sont dedans, je vois les noms apparaître, je suis déjà en mode, «Waouh, je vais les retrouver en fait. Il va se passer quelque chose». C'est très, très fort, tu vois, de ressentir ça. Du coup, voilà, Guédiguian me fait sentir quelque chose qui est, assez unique en plus d'avoir une qualité, je trouve, dans ces films, enfin, d'écriture, voilà, de discussion, de mise en scène aussi, une mise en scène qui est très discrète, mais qui est toujours très précise et très, sans on va en parler, dire très, très signifiante, voilà, Oui, oui. hem et Ça qui va va avec il le va feu. développer, bien sûr. Voilà, 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 à partir, complètement. je dirais, du Rouge Midi, Dernier été, bah, comme tout premier film est toujours un tout petit peu plus fragile. À partir de Rouge Midi, c'est assez exceptionnel et voilà, il y a des films un petit peu moins forts, mais à chaque fois qui ont une espèce d'envie, qui ont une sincérité, qui ont quelque chose. C'est un cinéaste qui n'a pas de cynisme aussi. Ça, je trouve Mmh. ça très Mmh. beau et donc voilà, donc du coup, retrouver ça et me dire: «Bon, est-ce que c'était l'affaire d'une fois?» Tu parles, il y a La Pie voleuse qui sort 2 ans après. Moi, je suis, pareil, par terre et je te raconte ça et après on passe sur le film. À La Pie voleuse, chose exceptionnelle que j'ai raconté à tout le monde, tu vois? Tu as 2 personnes, des petits vieux dans mon cinéma, tu vois, qui sont les fidèles de Robert Guédiguian, hein, ça je le vois, hein, qui, il y a un moment, tu as une petite dame qui, tapotait avec sa jambe le siège de devant elle. Mais tu sais, je pense que sa jambe, elle balait, en fait. Il y avait rien de, elle était pas en train de frapper dedans, c'est juste qu'elle laissait la jambe aller parce qu'elle se comportait comme une enfant devant le film, tu vois? Et tu as un mec derrière qui s'est mis à lui gueuler dessus et à la fin du film, ce même mec s'est retourné, il pleurait et lui a demandé pardon et ils se sont fait un câlin. Ah! Et tu as une autre dame à côté de moi, une dame âgée qui m'a dit: «Il n'y a que devant les films de Robert Guédiguian qu'on a envie d'être ensemble à la fin» et je fais: Ah, «C'est vrai, c'est c'est totalement vrai, quoi». totalement Voilà, au diapason du film dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs. exactement Il y a une et forme de après, bah, tu réunion. vois, redécouvrir ses premiers films et se rendre compte que oui, en fait, le mec a une filmographie assez fabuleuse que j'aurais dû rencontrer bien avant. J'ai pas terminé, mais voilà. Non, ça veut dire que tu vas avoir encore de beaux moments d'émotion et puis en Ouais, plus en revoyant à chaque fois, ça marche toujours, quoi. Mais c'est intéressant et que la fête continue, c'est ce que Virgile aurait souhaité de toute façon. oui. La fête des dialogues cinéma, des émotions continue. Nous sommes là, nous continuons jusqu'au moment où on ne sera plus là et que d'autres continueront. Et ce que tu dis sur le côté troupe de théâtre est très fort, mais Guédiguian n'oublie pas d'intégrer des nouveaux visages. Récemment, on a des actrices et acteurs plus jeunes, hein, qui Mais apparaissent. qui, quand ils rejoignent, généralement restent aussi. Et oui, C'est c'est toujours une ça. invitation à rester, hein, c'est un Là, j'ai plus les noms en tête, mais il y a une actrice et un acteur qui reviennent souvent sur les derniers films, par exemple. mmh. Voilà. Donc, et alors, donc ici, moi, c'est personnellement, Guédiguian, je connais assez mal, quand bien même, j'avais vu Marius et Jeannette probablement sur Canal+, très jeune, mais tu sais, en mode, j'étais trop jeune peut-être pour rentrer totalement dedans, ça peut arriver aussi, hein. Une époque où tu regardes beaucoup de cinéma américain ou des comédies françaises un peu façon Poiré, quoi. C'est pas pareil, hein. C'est pas très poiresque, Guédiguian. Mais voilà, après, sur tes conseils, justement, j'ai vu Et la fête continue, La Pivoleuse, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Je suis peut-être pas autant encore emballé ultimement, mais arrive, l'argent fait le bonheur. Et c'est là où on voit, en fait, en revenant un peu en arrière, où il se passe des choses. Et là pour le coup, dans ce film, c'est très dense, hein, on va en parler après. La façon, d'ailleurs, c'est très marrant d'ouvrir le film par la fin. Bon, c'est un trope habituel. C'est pour nous montrer de suite que Guédiguian va faire en sorte, va nous raconter une histoire qui va être dure, sur du réalisme. Il y a un côté naturaliste même, hein, des choses. Même si c'est joué, on voit, enfin, il y a un jeu, notamment avec les enfants, il y a quand même un jeu, mais quelque chose qui pourrait se passer réellement dans quelques banlieues, que ce soit à Marseille, mais avec un petit côté aussi, j'ai envie de dire, une forme d'utopie. Il a envie d'y croire, il y croit tellement qu'il nous montre que ça va bien se terminer. Et ça, c'est très bien comme idée. Et en plus, commencer le film, alors c'est là où j'ai beaucoup souri, parce que je te connais bien, Thierry, maintenant. Commencer le film avec le curé local, c'était pas gagné d'avance pour toi, parce que bon, mais
alors c'est exceptionnel. Ce curé qui va nous faire la narration, voilà, qui nettoie un flingue. Alors c'est là où on se rend compte qu'il y a eu quand même des dégâts avant, et qui nous balance directement le magnifique préambule, hein, que dans la cité, il y a 3 mois, elle comptait 953 habitants. Alors c'est ça qui est terrible sur le moment, on se demande si quelqu'un est mort, hein, avec le flingue quand il dit ça. Bon, 456 chômeurs, c'est-à-dire quand même la moitié des habitants chômeurs, presque. Ça montre déjà une réalité. 302 alcooliques, malheureusement, évidemment, c'est une des conséquences du chômage. 251 voleurs, pareil, hein, s'ils sont abandonnés par le système et qu'ils n'ont pas d'argent, pas de travail, bon voilà. 202 fascistes, 220 intégristes musulmans. Là, ils jouent un petit peu, tu sais, c'est l'idée contrepoint parodique, pied de côté dans CNews d'aujourd'hui. J'ai pensé à ça, mais tu vois, avec un petit côté, il y a un sourire à un moment où on lit ça. Parce que est-ce qu'il y a vraiment 220 intégristes musulmans? La réponse est absolument non, hein, dans le film. 180... On en voit quoi? 4? Ouais, voilà. Ouais. Voilà. 192 drogués. Bon, bah, ah oui, alors, par contre, les années 90, l'époque du sida, Ouais. 59 séropositifs, 3 communistes et moi-même le curé. Tiens, opposition communisme-curé, mais c'est pas Don Camillo, là. Et l'idée que commencer avec un curé, pour toi, c'est pas gagner d'avance, hein. Disons que oui, effectivement, j'ai un rapport de défiance à la religion, notamment catholique, qui est assez prononcé. Mais oui, effectivement, c'est vrai que ce curé, il a l'air tout sympathique. Ah oui. Et ça, c'est pas gagné d'avance, de se dire, je vais m'attacher à un curé. Mais en même temps, il est fabuleux, ce curé. C'est vrai que c'est un curé assez fantasmé. J'en ai rarement vu des comme ça, hein, voire jamais. Bah, c'est un conte. C'est un vrai conte. Mais des fois, si, dans les curés de campagne, il peut y avoir comme ça. Mais Disons que c'est un curé qui représente exactement ce qu'un curé devrait être, normalement, je dirais. c'est un curé communiste, ce qui potentiellement, enfin, ça Si on peut suit exister. la logique de normalement, enfin, on va dire le Nouveau Testament, les curés En sont censés soi, être communistes, Jésus était peut-être communiste, hein, je rappelle, hein. Il partageait le pain, hein, quand totalement. même, hein. Mais il y a ça, et puis d'ailleurs, en filigrane, en fond, c'est bien pensé, parce qu'on voit des personnes âgées là, habillées de trucs en jean, là. C'est marrant, parce que c'est des personnages qui vont revenir, qui vont pas parler, et qui vont être comme des chœurs de théâtre, presque, dans un certain sens. Ouais. Et après, on déroule. Alors, c'est là où il faut passer un peu le début du film, parce que Guédiguian, il va nous raconter une histoire, un conte. Donc, avec la voix off du curé, on nous présente tous les personnages, ce qui peut être un peu fastidieux, mais ça fonctionne quand même. Alors, allez, on va jouer le jeu de Guédiguian, hein. Peut-être que si jamais il tombe sur cette vidéo, on le salue bien bas, monsieur Guédiguian, d'ailleurs, qui prépare un nouveau film qui s'appelle Une femme d'aujourd'hui, qui Qui sortira à sortira quelque part en cette année. octobre, c'est ça, ou novembre, je sais plus, ouais. Donc, encore un moment d'émotion pour toi. Et Ça alors, après, devrait. alors, bon, avant de commencer les personnages, j'ai quand même envie. Bon, il y a ce personnage-là qui existe, qui n'est pas, on va dire, majeur dans le film. Enfin, elle ne va pas parler souvent, mais elle est importante. C'est Madame Morel. Mmh. Madame Morel qui a connu la guerre. Bon. Et pendant la guerre, forcément, elle était plutôt du côté des résistants, enfin, dans le sens du bon côté. Et elle s'offusque un petit peu que les jeunes d'aujourd'hui volent, mais mal. Parce que de son temps pendant la guerre, qu'est-ce qu'on a pu en attaquer les bourgeoises pleines de fric? Ça, c'est très intéressant parce que dès le début, Guédiguian ne fait pas de mystère avec le conte qu'il raconte. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est son premier film avec son Avec scénariste, Jean-Louis Milosi, ouais. voilà, Jean-Louis Mélouzi, qui sera 15 ans encore après, qui était Pardon, aussi Jean-Louis Milési, pardon, mais j'ai dit Milési, Milosi, pardon, mais et c'est les qui a aussi Simpsons qui sont passés par là. et était réalisateur aussi, Milési, de son côté et tout. Mmh. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs des films de Milési, mais Non, non, pas du tout. voilà. Et donc il y a cette idée que pas de mystère dès le début, on nous met en place qu'il y a une idée de problème dans oui, il y a une criminalité locale, qui est due au fait que, le système a abandonné ces gens et qui du coup, eux, complètement on peut le dire, déprimés, dépités de tout cela, volent les mauvaises personnes, s'attaquent aux plus faibles, parce qu'on les a traités, on les a rendus faibles par rapport à un système qui les affaiblit, tout simplement. Et elle veut remettre, pardonne-moi l'expression, hein, mais l'église au centre du village. D'ailleurs, l'église, vous la voyez au fond, c'est une sorte de hangar C'est ça, improbable, c'est hein, c'est un du jamais hangar avec vu. une croix, quoi. C'est génial. C'est quoi? C'est un silo, quoi, en gros. Ouais, Je c'est sais plus un quoi, c'est truc, en tout cas, c'est du jamais vu. mmh. Ils n'ont même pas financé une église locale, quoi. Et elle rappelle que dans l'histoire, oui, il y a des gens qui volaient aux plus riches. Alors, c'est Robin des Bois, quoi. Mais voilà qui est intéressant quand même. Et ça t'a beaucoup touché, Madame Milési, je Mais l'appelle. non, en plus, Madame Morel. elle apporte une touche humoristique au film, qui te dit en plus clairement que, quoi que tu vois ici, même si tu risques de rencontrer les fascistes, tu verras pas de réactionnaires parce que, Oui, enfin, la scène juste avant, elle se fait arracher son sac par tous les gamins de la cité.
exact. Qui l'attaquent tous, alors qu'ils se battent entre eux aussi. Tu sais jamais qui fait quoi. Il y en a un qui l'attaque. Alors, je trouve qu'il y a une manière très intéressante d'ailleurs de mêler tout ça. C'est que, au tout début, parce qu'il faut utiliser les termes parce qu'il le dit de toute façon, tu as l'impression que c'est les petits Arabes qui l'attaquent. Ouais, Et mais il puis y a en pas réalité, de. tu te rends compte qu'il y en a un d'entre eux qui est pas d'accord, et puis c'est lui qui se bat avec un autre, et en fait, ils sont tous pas d'accord entre eux, parce que c'est juste en fait selon qui vit de quel côté de la cité. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à un truc qui vient tu sais, de Keiron, de son film Mauvaise Herbe, où tu as un Hmm. moment où il pose les questions du mais pourquoi vous vous battez, les mecs expliquent la cité, et qui leur répond mais en fait, vous vous battez pour des boîtes aux lettres. Et c'est exactement ça. Il y a deux versants de la cité avec du coup quatre immeubles voilà, qui se tournent les uns autour des autres. Et on a décidé que les deux de cet immeuble-là seraient ennemis avec les deux de cet immeuble-là. Bon, il s'avère que malgré tout, il y a quand même des communautés qui font partie des immeubles en question, qui n'ont pas été mis là au hasard. Mais ça, comment dire, ça joue un petit peu là-dessus. Donc elle vient de se faire arracher son sac. Tu t'attends justement à ce que sous le coup de la colère, et on ne peut que la comprendre, elle disent des horreurs sur la jeunesse enfin, sur la jeunesse. Et déjà, elle dit ça, et elle dit aussi, oui, enfin, ce qu'elle dit juste après, là, qu'est-ce qu'on a pu en attaquer des bourgeoises pleines de fric. Elle dit justement, nous, on savait pourquoi on le faisait, les jeunes aujourd'hui ne savent plus pourquoi ils volent, ils font ça parce qu'il n'y a pas les dessins animés à la télévision, donc ils s'emmerdent, ils Hmm. volent, et après, elle finit sa réplique, et donc ils bâclent, forcément. Et tu fais, ah, presque, elle aurait souhaité qu'ils arrivent à lui voler pour dire ah putain, les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme nous avant, ils arrivent à voler les vieilles. Alors que elle, c'est sûrement pas une vieille bourgeoise pleine de fric, mais elle a Non. cette espèce d'espoir que les jeunes arrivent à le faire en fait. Ce qu'ils ont tenté de lui faire 2 minutes avant. Je trouve ça assez. Ça apporte une forme d'humour là-dessus et de regard en fait d'une vieille qui dit non mais d'accord, je vais me faire dérober, mais je les comprends, ces jeunes. Mais c'est un regard profondément humain qui pourrait paraître, de nos jours, tu vois, plus de 30 ans après, pour certains, ça pourrait paraître naïf et tout, mais des gens qui n'oublient pas d'où ils viennent, il y en a encore plein. Voilà. Il ne faut pas Bien sûr. s'arrêter sur des Non réactionnaires mais et tout. Évidemment, c'était c'est plus eux une qui façon crient de. le plus, c'est eux qui crient le plus, c'est eux qu'on entend le plus, malheureusement. Mais il y a des gens qui n'oublient pas que elle a vécu des choses horribles pendant la guerre et qu'elle essaye de comprendre ici l'idée, mais ils s'y prennent mal. En effet, ils s'en prennent aux mauvaises personnes. Non, mais après là, oui, là, moi ce que je voulais dire, c'était plus que si je me fais l'avocat du diable, mais c'est difficile d'en vouloir à une personne âgée qui viendrait, par exemple, de se faire dérober Oui, ses affaires, oui, d'amalgamer un petit peu tout et n'importe quoi, tu vois. oui. Mais de dire que justement, il utilise ça pour nous montrer la lucidité d'une personne. Et je trouve ça assez fort. En vrai, voilà, donc c'est ce que tu dis, oui. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui n'oublient pas d'où ils viennent. C'est juste qu'effectivement, ces gens-là, on ne les fait pas assez parler. Mais ils sont là, heureusement. Oui, puis il faut préciser que ça peut nous arriver à toutes et à tous, dans le Bien sens, si sûr. on subit quelque chose, forcément, on a une première réaction d'émotion qu'il faut après transcender plus tard. Et avant de parler, il faut réfléchir. D'ailleurs, tu peux parler dans ta tête. Des fois, on s'est dit des cochonneries dans nos têtes sur certaines choses, quand il nous Oh arrive oui, des trucs. C'est logique, c'est humain, j'ai envie de dire. Mais après, il faut essayer de contextualiser, de réfléchir. Ce qui manque beaucoup dans notre société d'aujourd'hui, ou pas. Beaucoup de gens qui savent réfléchir et contextualiser après coup, mais l'important aujourd'hui, c'est s'exprimer avant de réfléchir. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir dans d'autres circonstances, on n'en dit pas plus. Mais il y a d'autres... on ne dit rien. Voilà, on ne dit absolument rien. Et après, évidemment, on va voir le curé qui est pas content. Le curé qui est un peu... C'est limite, j'ai envie de dire, c'est marrant, parce que c'est le seul médiateur dans le film, au début en tout cas. Au début. ah mais c'est le grand Il n'y a frère pas de de la cité, hein, le policier. curé. Il n'y C'est a ça. pas de policier. Il fait la police de proximité, quoi. Ouais, et ça, c'est génial parce que c'est là où c'est techniquement un conte aussi. Dans un truc comme ça, on aurait vu toujours dans les films de lieu, toujours il y a un moment, il y a des flics. Pas besoin là, pas besoin. C'est presque comme si c'était une cité en autogestion. C'est très intéressant, comme une cité de communauté en communisme, si on veut. Et là, il vient réprimander le gamin. Un gamin, alors c'est là où c'est marrant parce que oui, il s'y est mal pris et tout. Il va quand même lui chanter l'international. Oui, non mais c'est fabuleux. Ça veut dire que c'est Mais peut-être lui le troisième communiste du film, parce qu'il y en a deux. C'est peut-être lui. il y a des chances en vrai, hein, quand on y réfléchit. Mais c'est vrai que les gamins, on les positionne pas trop, alors que bah, ils représentent aussi quelque chose. Mais Ouais. là où c'est intéressant aussi, c'est que ce que tu dis sur le fait qu'il n'y ait pas de flic et que du coup ce soit lui qui se retrouve à faire toute la médiation dans la cité, ce serait que la police de proximité était quelque chose qui permettait un peu de faire tampon avant que Sarkozy ne la retire. Mais et c'est vrai que tu te Et dis ouais. ces années-là, ça existait, donc c'est marrant qu'il n'en parle pas. Mais bon, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de flic du tout, alors que tu as le personnage de Jackpot, par exemple, dont on parlera sûrement après, hein, qui lui, on nous explique que c'est un voleur de camions. Un mec qui débarque avec des poids lourds, il les vole avec grâce, hein, c'est ce qu'ils disent, il n'abîme pas les poids lourds, il les aime beaucoup. Généralement, en plus, il arrive, il les porte, il prend les contenus, puis il va les remettre.
Parce qu'à un moment, il arrive, il dit bon, bah là, j'ai que des machines, je sais plus ce qu'il a volé. Il me dit un camion, il y a que des machines de 300 kilos dedans, je peux rien en faire, je vais aller le ramener. C'est un emprunt. Voilà, c'est assez fabuleux. Et donc, ce mec-là vole quand même enfin, des poids lourds, hein, quasiment tous les jours. T'as du coup ce que tu disais à un moment, on leur va leur apprendre à voler, donc il va quand même y avoir quelque chose, il va y avoir un délit qui va être là, peut-être une poursuite, peut-être quelque chose, mais tu sais jamais contre quoi. La police, elle sera jamais là. Voilà, parce que c'est pas ce qu'il a envie de raconter, qu'elle ne serait qu'accessoire en fait dans cette histoire. Et du coup, il a une façon d'épurer en fait tout ce qui ne serait qu'accessoire et qui pourrait juste créer une tension qui là n'est pas utile parce qu'il y a déjà de la tension interne, parce qu'il y a déjà quelque chose. Ça sert à rien de rajouter un truc qui vient de l'extérieur. Mmh. Et puis, ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est que ce plan, par exemple, vient dans la continuité avant de Madame Morel. Il y a une sorte de il nous met ici, alors tu parlais de la mise en scène, c'est vrai qu'elle est quasi invisible parfois, mais ça veut rien dire ça. Enfin, il y a pas de superflu, on va dire. On va pas jouer sur des mouvements de caméra et tout. Quoique là, quand même, on voit la circulation des générations. Tu as Mm. Madame Morel qui arrive, tu as lui au milieu, hein, qui est dans un âge médian, on va dire, il doit avoir la quarantaine, là, oui, quarantaine, on va dire, et tu as la jeune génération, et tu vois comment, en tant que médiateur, il va devoir gérer à un moment, peut-être aussi les enfants d'un côté et les adultes de l'autre. C'est, Mm. et ce petit-là, bah, en plus d'ailleurs, c'est important parce que ce petit, c'est l'un des enfants d'une famille qui va être importante, évidemment, dans le film, en mode Roméo et Juliette et tout, on en parlera après. Enfin, oui, il y a même véritablement une idée de Roméo et Juliette hein, qui s'installe à un moment. Et moi, je le trouve très touchant, ce gamin. En plus, on voit, voilà, c'est un petit acteur qui n'est pas acteur, qui s'amuse en jouant. Moi, et j'aime beaucoup ça. Il s'amuse à donner la réplique. On voit, là, il y a une complicité qui se fait. On voit le regard de Darossa en colère, mais qui sourit en même temps à jouer. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et Mm. cette idée, ouais, il fait tout pour que ses enfants s'occupent et ne tournent pas mal. Hein. Voilà, on en parlera après sur une autre scène. Il leur fait faire plein de trucs, d'activités sportives dans la journée. Et ils en ont marre, les gamins, ils sont fatigués et tout, mais quand même, voilà. Oui, et ça, Mais, tu le vois, toi, voilà. tu le vois pas en plus. Ils ne font que donner la conclusion du truc. Ah non, mais vous nous avez fait la piscine, et si, et ça curer, on est fatigué. Et moi, ce qui est fabuleux avec ça aussi, c'est qu'il y a toujours le côté, c'est le rapport que ces gamins ont avec le curé. Je trouve ça assez marrant parce que bon, il y a l'élément déclencheur qui va être Sandy, on va sûrement en parler un petit peu après. Ouais. Ouais. Mais avec on sépare la cité en deux et vous avez plus le droit de la traverser. Et tu as les moments où ils disent, putain, merde, le curé, il arrête pas de la traverser, qu'est-ce qu'on fait? Et t'en as un qui fait, bah, on le plante, l'autre qui fait, enfin, quand même, on plante pas un curé, quoi, tu vois. Et celui qui veut le planter n'y arrive pas. D'ailleurs, au moment où il est sur le point de le faire, l'autre il fait bah vas-y alors plante-moi. Enfin d'ailleurs, c'est fait comme le Christ, hein, c'est un petit peu en dessous. Je trouve ça assez fabuleux. Ouais. Et tu vois que ce gamin l'adore, ce gamin l'aime beaucoup puisque même à la fin ils se font un check quand il lui fait le pari que vas-y si tu rates ton casse, je te donne mon église quoi. Tu vois, c'est assez, c'est assez fabuleux. Et ouais, et si je gagne, vous devenez tous curés. Je crois que c'est en plus un truc comme ça le pari qu'il lui fait. Et c'est juste là, moi ces gamins avec l'accent marseillais qui toutes les 3 secondes. Eh vas-y, qu'est-ce que tu viens nous faire chier, curé, tu vois. C'est fabuleux. Ça donne un espèce de truc et tout le monde sait ça. Tout le monde le respecte, l'honore, même sans croire. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui croit, hein, j'ai l'impression là-dedans, à part peut-être Madame Morel et encore, tu vois. Mais tout Ouais. le monde est content qu'il soit là, plus pour son rôle de médiateur, je pense, que de curé. Parce que quand il fait son sermon, il y a quoi? Il y a 15 personnes dans son hangar, quoi. Mais à chaque fois, c'est tout le monde, les adultes, les jeunes, tout le monde l'interpelle en qu'est-ce que tu nous emmerdes, curé, quoi. Ça, c'est une phrase qui revient constamment. Et pourtant, on est content qu'il soit là et on fait constamment appel à lui quand on en a un besoin. Et ça, c'est fabuleux. Alors c'est marrant parce que évidemment, on peut faire ces ponts-là par rapport à la région. Et en plus, récemment, j'ai parlé d'un film en duo avec un des films de ce réalisateur en duo avec Hugo, que je salue s'il passe par là. Mais c'est presque un héritage. Alors sur le plan humanisme, comme ça, décalage, etc., mais très moderne, bien dans le temps des années 90, c'est presque un héritage à la Pagnol. Je pense que Ah, bien Guédigan, de toute sûr. façon, il a grandi avec. Le côté Bah, social, Pagnol, humain. on va dire, bah, je vais pas dire fin de carrière, mais oui, le Pagnol qui a quand même, on va dire, fait évoluer son regard. Pagnol, au Oui, début, est un homme de son temps et je trouve que justement, il va énormément changer parce qu'il va y avoir plein de périodes très difficiles aussi dans lesquelles il va filmer. Et du coup, justement, il va s'approcher de quelque chose qui va beaucoup plus s'ouvrir à l'autre. Et oui, bah, c'est quelque chose, au final, j'ai envie de dire, de très marseillais. Ça, c'est Jacques Boudet, mm. je crois, qui dit ça. Et je crois que c'est potentiellement dans les fêtes continues ou c'est Mélan qui dit ça, enfin je sais plus. Non, je crois que c'est Mélan qui dit ça dans la fête continue, qui dit non mais ici il y a pas de couleur, il y a pas de truc, ici il y a que des braves gens, hein, en parlant de Marseille. Et
Alors, je suis pas allé souvent à Marseille, mais alors, je suis pas allé dans tous les quartiers de Marseille, j'ai pas vu toutes les disparités, mais tu vois, moi, j'étais allé me balader un peu à la Joliette, qui est un quartier un peu pauvre justement, voilà, enfin, qu'on voit un peu partout et qu'on voit dans La Ville est tranquille, par exemple. D'autres trucs, je suis pas allé à l'Estac encore d'ailleurs, je pense que je vais y aller, je vais normalement, je vais à Marseille en septembre, je vais aller à l'Estac, je pense. Mais Ah, tu vas voilà pouvoir faire un petit et documentaire, hein, limite, s presque. éventuellement. Ah! Mais quand tu te balades, en fait, et que tu vois un petit peu tous ces quartiers, tout ça, c'est vrai qu'effectivement, tu parles un peu avec les gens et tu vois, il y a beaucoup de braves gens, quoi. Et peu importe d'où ils viennent, peu importe, ils s'en foutent, ils se posent pas trop cette question-là, en fait. Les gens vivent un peu ensemble. C'est ce qu'on voit, d'une autre manière. Moi, c'est ce qui m'avait interpellé, dans un film que j'aime pas énormément. Je préfère sa suite, étonnamment, même si bon, je sais qu'il y en a qui diraient qu'il faut pas citer ce mec-là, mais pourquoi pas? C'est dans le Mektoub My Love de Keshish. Mmh. Tu as le passage où ils vont au bar et tu vois plein de gens de plein d'horizons différents qui se parlent entre eux, qui à l'extérieur du bar se font un peu la guerre, mais quand ils sont dans le bar, ils sont tous amis. Les lourdeaux avec les pas lourdeaux, les gars qui sont, très pieux avec les gars qui sont pas très pieux et je trouve ça intéressant, justement. Et il y a cette espèce justement de communauté qui se dit quand on est à Marseille, tout s'efface en fait, on redevient tous à peu près, égaux. Voilà, c'est très utopiste, effectivement, mais tu sens que Pagnol comme Guédiguian ont vraiment intégré ça dans la diégèse de ce qu'ils ont envie de raconter. Et Guédiguian, quasiment tous ses films, se pose toujours cette question du pourquoi est-ce que le monde n'arrive plus à retrouver ça? Il a toujours vocation à essayer de ramener cet esprit de groupe là-dedans, d'où le fait qu'il travaille avec une troupe aussi, c'est intéressant. C'est ça, l'aspect communautaire global qui finit par se rassembler dans les moments de chaleur, mais avant, il y a quand même plusieurs communautés dans la communauté. Et le film nous le présente au début. Déjà, bon, on a Simona, qui est un autre personnage médiateur, médiatrice du film par Oui, rapport à ce qui se passera après. Simona, c'est la mère Courage. Elle est veuve. Elle a perdu son mari, qui était donc le caïd local, un voleur, voilà, qui est hyper réputé. C'est-à-dire, il fait des braquages, mais avec un honneur derrière. Bon, une famille probablement issue de l'immigration italienne, on ne sait pas trop, hein, c'est les Viali, donc voilà. Et elle élève seule ses 4 enfants, et on la voit, elle est pas, enfin, déjà, elle le siffle à la marmaille au début, c'est très intéressant parce qu'à un moment, il y aura une scène où elle va siffler pour se faire écouter et se faire entendre. il y a Et ces les gamins qui enfants, débarquent, ouais. tu as des enfants qui se chamaillent. Et tu as le fils aîné là, à droite de l'image Pietro. qui va essayer de devenir le père, mais de la mauvaise façon, on y reviendra, parce que les jeunes s'y prennent mal. Et on la voit déjà là. D'ailleurs, voilà, plan de communauté, de tablé, etc. Ça peut être pagnolesque d'ailleurs, c'est ce que maintenant que Oui, j'y pense, oui, parce que carrément. dans Angèle de Pagnol, il y a littéralement ça. Et Ah mais les plans où, la famille ou la communauté mange chez Pagnol, c'est vrai qu'effectivement, tu en as tout le temps, quoi. C'est et bah, la grand, nourriture est très rassemble, enfin oui, ça rassemble, quoi. c'est normal. Mmh. Même dans Make to My Love, hein, d'ailleurs, si tu Oui, veux. non, mais ça je dis Voilà. quelque chose, c'est même la para je dirais pas de tout cinéaste, mais c'est quelque chose qu'on voit, énormément au cinéma, mais oui, mais enfin, jusqu'à ce Et que là, on ce a soit un motif très récurrent, quoi. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le plan fixe là, qui nous laisse le temps de nous montrer les chamailleries entre les enfants. Bon, c'est les chamailleries parce que elle les appelle avec leur prénom d'origine italienne, donc Mmh. ça leur plaît pas quelque part les gamins. Ça, c'est intéressant. Ça, on voit là aussi ce jeu qui est dans tout le monde. Hein. C'est que les enfants ou petits enfants d'immigrés et tout veulent vraiment avoir leur prénom à la française, etc. Et du coup, ils n'aiment pas trop des fois qu'on les ramène à l'origine. Vous voyez ça? Bon, après, c'est un petit truc comme ça. Mais donc, Mère Courage est grand rôle pour Ariane Ascaride parce que on voit, enfin, on va pas en dire plus pour ce qu'il y a après encore, mais bon, dans l'idée, c'est là. C'est ce personnage qui cristallise déjà un peu un certain passé avec son mari qui n'est plus là et qui doit transmettre en tant que mère, mais en tant que de toute façon, on voit qu'elle s'occupe un peu des enfants des autres aussi. Hein, y a quand même quelque chose là-dessus. Et c'est l'un des rares personnages qui va réussir à circuler pour se faire entendre. Un peu comme le curé. De toute façon, c'est l'alter ego du curé, Simona. Hein. Oui, non, mais totalement. Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as plein de passages, justement. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de définitivement cinématographique, même s'il l'utilise pas forcément toujours à bon escient. Peut-être, non, enfin, je veux pas dire que c'est le côté téléfilm, parce que ça, ce sera un choix d'exploitation derrière. Mais après, ça peut jouer sur les moyens. Mais il y a quelque chose avec justement la dynamique de la cité qui, moi, joue beaucoup sur l'écran. La taille de l'écran doit être importante. Moi, voir ça au cinéma avec la ligne en deux qui coupe, enfin, avec justement Simona qui se met au centre de la cité quand elle a besoin de se faire entendre, c'est quelque chose parce que tu parles justement de Pietro, donc enfin Pierre, du coup Le fils. Ouais. le fils.
Voilà, Aîné. qui veut se faire passer pour le père après le décès du père, jusqu'à faire tous les mauvais choix. Et justement, lui, en plus, il est constamment dans cette dynamique il fait plein de choix complètement farfelus. Et chaque fois qu'on lui en parle, il dit, mais tu ne te rends pas compte des responsabilités que j'ai. Il est tout le temps, non, j'ai une place que je dois tenir, mais fini pour moi ça, je dois être un adulte. Il y a quelque chose qui se passe. Et on voit sur la gauche, donc du coup, du plan donc, que tu avais mis, plein de petites choses qui se ressemblent. On voit plein de bols, on voit plein de trucs. On voit des choses emballées. Bon, là, c'est vrai qu'on voit pas tout. Mais voilà, j'allais l'appeler Maggiorina comme son personnage dans Rouge Midi, donc je me suis trompé. Mais qui est aussi issu de l'immigration italienne, tu vois, ça joue un petit peu. Simona vit aussi de délit, hein, puisque du coup, elle récupère Oui. tout ce que lui ramène justement Jackpot et elle le refourgue. Voilà, et ça, c'est assez intéressant. Du coup, tu la Ah, vois mais des c'est de la fois. survie. C'est de la Mmh. survie à ce niveau-là Oui, non, mais aussi. c'est intéressant qu'ils se baladent dans la cité en: «Ah, j'ai tant de trucs à te vendre et tout ça, regardez, j'ai des jambons d'Aoste». Voilà, c'est super drôle, et justement, Pierre, à un moment qui a besoin d'argent, va la voler, et c'est ce que tu dis, justement, elle va au milieu de la cité, elle Oui. siffle tout le monde et elle gueule, et là, elle dit un truc, et c'est pour ça, elle ne s'occupe pas des enfants des autres. Tous les enfants sont ses enfants, et elle part du principe que tous les enfants, c'est les enfants de la cité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Parce que justement, le moment où tout le monde lui dit: «Tu qu'à garder ton fils» ou «Ouais, non, c'est pas mon fils, il a pas fait ça» et ça, et enfin, bah, chaque fois que quelqu'un lui rétorque justement: «Mais ouais, mon fils, il a qu'à pas faire ça» ou «Moi, je veux pas le mêler au tien», et elle lui fait: «Mais attends, 2 secondes, et on les a tous vus grandir, tes enfants, c'est mes enfants, c'est tes enfants, quoi». Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Moi, ça me faisait penser à un truc, tu sais, alors que j'ai pas expérimenté, mais qu'on m'avait toujours dit, où on me disait: «Tiens, les gamins ici, ils font un peu n'importe quoi parce que reprendre un gamin, c'est pas pareil». Je sais plus qui c'était, je crois que c'était une amie algérienne qui m'avait dit ça et qui me disait justement, «À au bled, ça se passe pas comme ça». Et je lui disais: «Pourquoi?» Elle me fait: «Parce qu'on me dit au bled, un enfant fait une connerie, un adulte, il arrive, il le reprend. Les parents, ils vont dire: "OK, il t'a repris, c'est un adulte, il a raison".» C'est le côté n'importe quel adulte peut reprendre un enfant, en fait. Mmh. Alors, j'imagine avec quand même, une certaine mesure, mais en tout cas, tu as un gamin qui fait une connerie, c'est pas tu dis rien jusqu'à ce que les parents arrivent, parce qu'aujourd'hui tu arrives, tu le reprendrais, si jamais tu l'engueules un peu fort, et ce qui peut s'entendre aussi, hein. Tu as les parents qui vont dire: «Vous n'avez pas à dire ça à mon enfant», ou quoi que ce soit, et ça se passe pas partout pareil. Et là, cet aspect communautaire va jouer avec ça, va jouer sur le côté, on est là pour éduquer tous les enfants de la cité, pas juste les nôtres, et on est arrivé au point où malheureusement, tout le monde s'est enfermé sur lui-même, et donc forcément, ça va imploser. Ouais, et c'est d'ailleurs, on sent que ça boue, hein. Mais d'ailleurs, sur ce plan-là, c'est très intéressant parce qu'ils se chamaillent, les gamins et tout. Le grand frère participe pas, il observe, il a déjà la tête ailleurs. Mais comme tu dis, il y a un vrai drame familial parce que elle a perdu le mari et le frère aîné s'oblige à prendre l'héritage, mais il le prend très mal, l'héritage. Oui. Avec l'évolution d'un gangstérisme local malheureusement moins contrôlé, avec l'un de ses, enfin, qui était le caïd avant, qui est en prison, et les deux bras droits qui vont se faire la guerre pour reprendre le flambeau par ego, plus qu'autre chose. Et par idée de survie un peu plus urgente peut-être que 20 ans auparavant aussi, mais ça, l'évolution de la société faisant. Et à côté, alors là j'aime beaucoup parce que on a transition sonore, on les entend se disputer, et on passe dans l'appartement d'à côté. Bon, d'abord, je vous ai pas mis cette image où on voit notre cher monsieur Tu pas fait un Munoz. gros plan sur la moustache de Gérard, là? Non, mais j'aurais pu montrer Gérard en slip, mais je l'ai pas fait parce que ça peut être strikeable. On sait jamais. Mais on voit. Alors c'est terrible parce que là, le couple est marié, hein, mais alors ils sont la gueule, hein. Là, c'est pas la joie du tout. D'ailleurs, le monsieur, euh, il est au chômage. Non, il est alcoolique. Il est alcoolique. Je crois qu'il est une sorte de vigile et tout, avec son chien Gypsy Queen. Alors, je me fais marrer, parce que c'est la famille Munoz, peut-être des origines espagnoles et tout. Ils ont appelé le gars, la chienne, j'imagine, du coup, Gypsy Queen. Bon, on se marre. Il y a un petit côté humour à la Guédiguian quand même derrière. Et là, on voit le fils qui manque complètement de respect à ses parents. Et que les parents, ils sont dépassés. La mère, la pauvre, elle doit subir l'alcoolisme du mari. Lui, il est complètement ailleurs. Et là, on montre une autre facette. Là, je pense qu'on a la facette de la résignation un petit peu, alors que Simona à côté, elle est combattante. De toute façon, c'était des personnages qui n'existent, à part le gamin, qui n'existent quasiment pas, et qui vont finir par exister un petit peu au moment où ça commence à se réunir. Mais c'est vrai qu'effectivement, Munoz, en plus, quand tu connais un peu le cinéma de Oui, Guédiguian, tu t'attends que la figure de Mélan soit une figure assez centrale. Et au final, il est vrai qu'il est excessivement effacé parce que c'est quelqu'un qui ne sait plus trop ce qu'il fait là. Et il c'est un passe juste son fantôme, temps à hein. dire de toute façon, moi je travaille toute la journée, donc quand je rentre, c'est pour dormir. Mais je pense Et que c'est il un n'existe plus dans fantôme. cette cité, quoi. C'est presque un personnage fantôme parce que c'était un ami du mari de Simona. Enfin, Tout ils à étaient fait. très proches. Et se rêver d'être voleur comme lui, il n'a jamais pu. Et du coup, il a ce métier de vigile en mode. Enfin, il est passé de l'autre côté, un peu penaud.
et on sent qu'il est autant fantomisé que le mari qui n'est plus là, dans le fantôme de l'esprit de Simona. On en reparlera plus tard. Ouais. Et c'est terrible. C'est vrai que c'est un personnage. Et à un moment, tu te demandes s'ils n'ont pas eu une liaison, Monsieur Munoz et Simona avant. Ah bah, Il ils y a un l'ont eu. sous-entendu. Ah non, non, ils le disent. Ils disent que c'est arrivé une fois. Enfin, Mais est-ce ils que le ça disent. serait pas lui le père de Pierre, justement? Alors c'est là où moi j'ai imaginé ça, mais bon. Moi, alors ça, pour moi, la question se pose absolument. Enfin, c'est même pas vraiment un sujet, donc je me suis pas posé Non, la mais question, je t'avoue. Mais pourquoi pas, les hein, mais enfin, sous-entendus. non, on peut effectivement y penser, mais je pense pas. J'ai l'impression que ça a jamais été un sujet. Mais non, non, c'est dit à un moment où ils discutent et lui il tente quelque chose auprès de Simona et lui fait écoute, c'est bon, ça arrivé une fois, mais calme-toi. Et tu as Oui, le voilà. moment où, comme tu dis, enfin, le mari de Simona, à un moment, lui apparaît et lui parle et elle lui dit, il fait ah merde, t'as même vu Munoz, quoi. Et il lui dit oui, oui, j'ai tout vu de ce qui s'est passé depuis que je suis mort et oui, j'ai vu Munoz. Et alors, ça va, c'est pas grave, quoi. Et donc, oui, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'est Ouais. pas vraiment un sujet, ni pour Simona. Alors, pour Munoz, un petit peu, mais tu sens que c'est parce il se sent malheureux dans son ménage aussi. Enfin, je pense que son malheur fait qu'il identifie ça comme le malheur de son ménage. Et ça se voit. Ça se voit même je tourne un détournement de regard à partir du moment où la cité commence à réexister un petit peu comme un tout. Il se regarde un peu différemment. Quand elle lui dit de se bouger et d'y aller, il y a quelque chose où tu sens qu'il y a une satisfaction dans son regard à Mélange, justement, quand sa femme lui dit: «Allez, c'est bon, arrête d'être dans ta torpeur et bouge-toi le cul et vas-y». Parce qu'avant, elle est dans la résignation de juste lui reprocher, quoi: «Tu es juste un branleur, tu fais rien». Et le moment où on lui dit: «Allez, arrête d'en être un et bouge-toi un petit peu», tu sens qu'il en avait besoin et que potentiellement, ils vont aller mieux. Voilà. Et puis bon, après, pour le coup, avant que la famille, petit lapsus d'ailleurs, que la cité redevienne unie, bon, bah, là, on a vraiment cette ligne jaune, hein, qui marque cette ligne de démarcation qui pourra mener aussi à des moments sombres de l'histoire, dans un certain sens également, Mmh. parce que les deux caïds ont décidé de se faire la guerre pour le contrôle, et comme il n'y a pas de terrain d'entente possible, chacun va rester chez soi. Ce qui est terrible d'ailleurs, parce que Pierre, se faisant à droite, va s'aliéner la relation qu'il a avec Isabelle, qui vit sur l'autre côté de la cité. C'est là où j'ai pensé à Roméo et Juliette, parce que, comme on le disait en off, Guédiguian, il a une approche à la littérature très forte. James Baldwin, entre autres, notamment un autre film. Oui. Mais pourquoi pas Roméo et Juliette ici, mais comme tu le dis, côté troupe de théâtre indirectement, il y a cette imagination littéraire et théâtrale globale. Et là, on est vraiment dans ce face-à-face. On voit des enfants derrière qui vont être très importants après aussi. Et cette idée complètement idiote de, en fait, prendre le dessus sur une cité qui est. La cité va craquer, quoi. Dans le Ouais. sens où il y a rien. Pour devenir des rois, des rois du rien, quoi, au Et final. non Ou de pas quelque chose une qui va s'écrouler. référence à Jean-François Richer, Oui, voilà. Ok, une autre forme de film de banlieue. que j'ai pas Euh, vu du coup, donc Moi non je n'en plus. jugerai pas. Voilà. Oui, mais il paraît que c'est pas si mal que ça. Enfin, voilà, à suivre, hein, parce qu'il y a beaucoup de films intéressants dans le domaine, entre guillemets. Mais là, on voit, là, c'est d'ailleurs la famille d'Omar, on les voit aussi, hein, à un moment. C'est là où, soi-disant, ça fréquenterait des intégristes musulmans. Mais là, je pense qu'il y a cette idée du cliché. Il joue sur un cliché qui était déjà un peu là à l'époque, et aussi sur montrer que si le système t'abandonne, il faut pas s'étonner, malheureusement, qu'il y ait des dérives. Et ça, Mmh. c'est Ouais. totalement vrai de nos jours aussi. Et ce face-à-face-là, d'ailleurs, c'est marrant parce que l'acteur qui joue Pierre Viali, j'ai l'impression de l'avoir vu ailleurs, mais j'ai pas trouvé. Je Cette pourrais tête pas me te disait dire, quelque hein. chose. Ça me dit Voilà. rien. Enfin, je pense pas l'avoir vu quelque part, mais Bon, là, il ressemble à un acteur que je connais. Mais bon, moment de face-à-face. Là, c'est là où on se dit que la conciliation va être compliquée. À un moment, elle sera très compliquée, puisqu'il va y avoir de la violence, hein, littéralement. Et il va y avoir de surtout, la violence, ouais. Une violence qui, au final, c'est vrai que c'est assez marrant parce que là où tu penses que le film peut ménager un peu ses effets, alors, même si la violence telle qu'elle est montrée va être filmée d'assez loin, mais elle est pas oui. masquée. Et c'est assez intéressant. Mais oui, mais c'est vrai que cette ligne de démarcation, elle va contaminer un petit peu tout le monde jusqu'aux adultes qui ne veulent pas jouer le jeu des enfants. Et c'est là que c'est assez fou, c'est de dire qu'il n'y a plus le respect des anciens. C'est-à-dire que les gamins vont quand même aller maltraiter les adultes qui pourraient passer la ligne. Alors, on le voit à un moment avec, alors je sais pas, enfin, on va dire ça comme ça, mais avec un monsieur qui est sidaïque, justement, Ouais. et qui va voir le curé généralement parce que le mec se drogue et que le curé lui fournit des seringues aussi. Des seringues propres, des préservatifs, en lui disant: «Mais non, mais rejoins tes potes, mais fais gaffe à ce que vous faites, quoi, parce que toi, tu as le sida quand même, donc c'est pas cool». Et hem et les gamins, du coup,
vont en profiter pour le maltraiter, pour le frapper, pour faire plein de choses qui sont, voilà, assez violentes. Par contre, voilà, bah, là, tu montres Là, Jackpot. c'est le jackpot, hein. Voilà. Jackpot, lui, quand il arrive, il met son camion quelque part et il traverse la ligne pour aller voir. C'est un peu compliqué. C'est à la fois, d'une certaine manière, sa compagne, mais c'est aussi, une dame qui se prostitue dans la cité. Mais, quand même, ils ont une relation qui est très précieuse ensemble. C'est pas juste, même si elle lui dit: «Ah non, si tu restes, tu payes». Enfin non, c'est lui qui lui dit: «Si je reste, je paye». Mais, malgré tout, enfin, ils ont une relation qui est assez belle, tous les 2, voilà, avec, Moi, j'aime beaucoup je ce personnage, ouais, d'ailleurs. mais qui est joué par Daniel Lebrun et il a un regard sur la prostitution, Guédiguian, je trouve, qui est toujours très tendre. Daniel Lebrun, alias Mamie Pétard dans De la Comédie Mamie Pétard Française, dans De la Comédie Française, ouais. si vous l'avez vu récemment, voilà. Voilà. Mais non, mais très beau personnage Mais et quand lui traverse la ligne, ouais. c'est ce que je voulais dire pour Jackpot, on l'emmerde pas. Moi, ce qui m'intéresse sur ce personnage-là, c'est qu'elle est filmée avec une certaine poésie tout le temps. Oui, Que ce soit dans son huis clos intérieur, en plus, la pauvre, elle est triste, parce qu'elle manque d'argent, donc pour payer, le loyer, c'est elle manque compliqué. d'argent, elle vient de passer un test aussi pour Elle a savoir peur. si elle est atteinte par le sida ou pas. Et à un moment, on la voit, seul moment où vraiment elle va circuler dans le film, c'est très amusant avec des gens qui reviennent de la prière. Là, il y a un truc très bizarre. C'est-à-dire que c'est très théâtral et poétique à la fois. C'est un personnage. Et c'est marrant parce que je crois que Daniel Lebrun, on l'a jamais revu dans le cinéma de Guédigan. Non, 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 c'est une Voilà. seule apparition, mais Daniel Lebrun n'a pas non plus fait masse de films, hein. Non, elle a joué Voilà, pour Audiard, je sais. parce qu'en même temps, voilà, elle vient de la Comédie Française, donc elle est très, 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 très souvent au théâtre, encore aujourd'hui. Mais oui, oui, non, c'est une personne qui a fait quelques petites apparitions dans le cinéma, pas toujours dans des grands films, hein. J'avais regardé un petit peu, Oui. mais qui là, bah, écoute, elle est très, très bien ici. Elle va être plus ou moins, je vais dire, remplacée parce que, enfin, moi, c'est limite un rôle qu'il aurait pu donner à Pascal Roberts, qui après va apparaître très régulièrement dans son cinéma. Même au début, quand j'avais revu le film, dans ma tête, c'était Pascal Roberts parce qu'elle faisait partie justement de Dans la Plus troupe belle la assez fixe vie, de Guédigan. tu sais que dans Plus belle la vie, je regardais avec un pote à une époque. Voilà. Elle jouait dans Plus belle la vie, Pascal Roberts. Et Ah bah, tu m'apprends quelque chose. je t'apprends quelque chose. Mais avec un pote, pour déconner, on regardait des épisodes de Plus belle la vie à une époque. Elle a un rôle, pas de prostituée, hein, mais de dame un peu bourgeoise qui est très frivole et tout, qui m'a fait penser à ce rôle-là. Alors, je- peut-être que si les créateurs de Plus belle la vie, peut-être se sont inspirés parce que c'est possible. Ça se passe après tout. Bon, bah, après Plus belle la vie, c'est quand même moins flamboyant sur le plan marseillais que les films de Guédiguian. C'est plus structuré série, quoi, quand même. Mmh. Mais c'est intéressant en soi. Mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que, parce que Jackpot, le sida à côté, donc c'est important, la prostituée qui a peur et qui a du mal à payer son loyer, c'est-à-dire que le film ne va pas uniquement se centrer sur le problème de la cité, de la violence. Il garde ces petits à côté, Guédigan, qui sont un tout, en fait. C'est ça qui est important. Le sida, la drogue, les gens complètement déprimés, qui sont complètement paumés, qui sont complètement abandonnés par le système, et le curé qui va quand même les aider. Et la prostituée qui est là. Voilà, Guédigan pose ce regard-là dans la communauté. Il y a plein de petites vies à côté qui forment forcément, tout est en lien de toute façon. Il y a une cohérence. Mmh. Tout à Et fait. puis après, il y a les enfants. Et il y a le moment, ce que j'appelle, ce qu'on disait en off, le moment NTM, avant l'heure, parce que je crois que ça, c'est fin années 90, hein, laisse pas traîner ton fils de NTM, où tu as le curé, à un moment, il en a marre, que ça commence à dégénérer, on voit la ligne jaune un peu en bas à gauche, et tu as des gamins avec qui il a des activités sportives toute la journée, mais ça ne suffit pas. Peut-être qu'il peut s'en occuper 1 ou 2 heures par jour, quoi. Enfin, à un moment, voilà. Et ils sont épuisés, il va être 22, 23 heures. Ils sont éclatés, les gamins, de fatigue et tout. Oui. Et ils sont toujours dehors. Et t'as le curé qui est là, qui balance aux parents au balcon. Et pourquoi vous les laissez dehors, vos enfants? C'est très intéressant, ça. Parce que t'as encore beaucoup de gens, notamment réac de nos jours, qui disent: ouais, mais les gamins sont dans la rue, les parents s'occupent pas d'eux. Alors, c'est une forme de réalité, ce qui est terrible, hein. Mais pourquoi les parents ne s'occupent pas de leurs enfants? Parce que déjà, ils travaillent dur, Mmh. tard, voilà, et ils en ont le soir, ils sont fourbus, ils doivent s'occuper, je sais pas moi, de la cuisine, la vaisselle, plein Ah de oui, non, tâches ça, ménagères. ils sont dans une C'est ça. réalité qui est autre effectivement et leur fatigue va enfin, oui, ils arrivent plus à penser à Ils tout peuvent ça. et moi, je le vis dans mon métier, hein, je suis enseignant au lycée et tout. Tu as des enfants qui, en effet, sont livrés à eux-mêmes, qui doivent s'occuper des petits frères et des petites sœurs, qui n'ont pas le temps de travailler à la maison, du coup, qui sont en difficulté scolaire. Et c'est là où on en revient que il n'y a rien, la discrimination sociale, discrimination éducative, tout est en lien, hein, de toute façon. C'est la spirale infernale. Et tu as ce discours du curé, c'est marrant parce qu'il est à la fois, il est dans une forme de naïveté et il a envie d'utopie, mais en même temps, il le sait au final pourquoi.
indirectement, s'il réfléchit 2 minutes, il sait pourquoi les parents laissent les enfants dehors, Mmh. indirectement. Enfin, c'est intéressant ça quand même, cette idée de démission. Et Guédiguian pose une question là. Il Non, puis pose tu une question les qui est un gamins qui sont débat. dans une forme de déni aussi, là-dessus, hein. Enfin, je Oui. sais que quand il demande à celui qui est, juste, bah, le plus près de lui là, le petit Bruno, et il Ah, le d'accord. regarde et il lui dit: «Non, non, mais c'est parce que j'ai fait ça». Enfin, parce qu'il lui dit: «Mais tu les yeux rouges là, Bruno, tu es fatigué». «Non, c'est pas vrai, je suis allé à la piscine, c'est le chlore». «Non, non, tu as les yeux fatigués, tu veux dormir là». Voilà, enfin, et il a conscience de tout ça, et en plus, il te dit là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que les gamins, ils pourraient juste rentrer et dormir, ils emmerderaient pas les parents. Mais parce qu'on leur a pas dit de le faire, bah, ils sont là, ils errent, ils ont besoin de repères, et ça joue aussi sur ce côté, il y a plus de repères aussi. Parce que Ouais. s'occuper des enfants, c'est juste leur donner un cadre. C'est ça qu'il essaye de dire, je pense, le curé. À partir de là, il est pas en train de dire: «Vous devez vous réveiller, vous en occuper, les divertir, faire quelque chose qui va vous fatiguer encore plus», mais juste, vous devez quand même leur donner un cadre. Vous devez pas juste se dire: «Ils vont se débrouiller entre eux parce que la cité fera le travail». Ça, c'était avant. Potentiellement avant, quand vous étiez unis. Maintenant que vous ne l'êtes plus, bah, forcément, les gamins, ils ont plus de repères, ils ont plus rien, ils ont personne, ils ont pas au moins une personne qui va leur dire: «Allez, faut rentrer là», à part le curé, évidemment. Mais lui, tout seul, peut pas assumer tous les rôles. Et le film essaie de nous montrer et de faire réfléchir ce spectateur, et pour même de nos jours, tu regardes ça de nos jours, pourquoi parfois il n'y a plus de cadre? Mmh. Pourquoi? Bon, il y a plein de ça serait très compliqué, il faudrait, des heures là-dessus. Il faudrait une Oui, grosse dissertation. c'est de la sociologie beaucoup plus lourde que ce qu'on imagine, oui. C'est ça. Malheureusement, certains ne font pas n'essayent même pas d'essayer de comprendre et vont donner des raisons qui sont évidemment réactionnaires, dans l'idée que la société a abandonné ces gens. C'est une forme de réalité, mais pourquoi ça n'a pas été possible d'imaginer que, enfin bon, c'est très compliqué. Ce qui est certain, c'est que là, je pense que Guédiguian, il pose ce postulat. Avec son film, il montre a posteriori que c'est possible. Il faut quand même affronter des épreuves, mais c'est possible de concilier et de réconcilier et que ça se passe mieux. Mmh. Alors, avec l'argent, ça c'est le discours aussi à un moment, Robin des Bois, sur lequel on reviendra. Mais par contre, il faut quand même accepter à un moment que il y ait du drame et de la tragédie. Notamment, et c'est ça qui est intéressant, tu en parlais tout à l'heure, ce moment de violence, règlement de compte, qui est montré très loin, qui n'est pas montré frontalement. On n'est pas dans un film de gangster, là, parce qu'il y a Pietro, parce que je n'ai pas montré une image plutôt, tiens, je vais la montrer quand même, euh, si j'arrive à la retrouver. Notre cher Pietro, en acceptant le partage de la cité, il décide de s'aliéner son histoire d'amour avec Isabelle. Je n'ai pas parlé d'Isabelle encore. Isabelle, qui est un personnage important, qui d'ailleurs, l'actrice est devenue, je crois qu'elle travaille en tant qu'assistante réalisatrice, elle travaille maintenant plutôt derrière la caméra, c'est intéressant. Mmh. Et là, il décide, alors c'est là où je parlais de Roméo et Juliette, il s'aliène cette relation. Donc Isabelle va fréquenter d'autres gens, va se rapprocher du frère d'Omar, Morad, et ils vont parler, ils vont pas avoir forcément une relation très proche, mais ils vont être très proches en tout cas. Et donc, Pietro, il va être très jaloux. C'est lui qui a créé, co-créé, on va dire, cette situation. Et, là, et donc, il va tirer sur Morad. Mmh. Dans le sens où cette scène, elle est montrée de loin, comme ça. Et il y a les enfants qui regardent à côté. On voit pas Mourad, bien. qui je trouve est un personnage en plus assez intéressant dans le sens où, on n'en fait pas un espèce d'amant écervelé comme on pourrait le Non, faire, ou même qui justement ne serait dénué de morale. C'est quelqu'un qui, comme tu vas, qui effectivement, bah, ça de toute façon le curé le dit dès qu'il le présente, il dit: «Il y a Mourad qui est cette espèce de mec qui est constamment en salopette et il travaille, quoi. mais il travaille, non mais c'est ce qu'il dit au début, il fait: «Lui on le voit tout le temps avec la salopette». C'est juste ce qu'il dit d'ailleurs, il dit pas il travaille, mais du coup c'est ce que tu en conclus. Ouais. Que lui justement, pourquoi est-ce qu'il a aussi peut-être plus de recul que Pierre et les autres? Parce que lui, il voit l'extérieur de la cité. Il sort, il en vient, donc quand il revient, bah, il est comme les autres, il est fatigué, mais aussi il a vu un peu du monde. Ça joue un petit peu, et C'est ce qui est vrai. fabuleux, c'est le moment où donc lui, son rêve, c'est de partir sur une île déserte, et la seule personne qui veut emmener avec lui, c'est Isabelle, et il lui dit, mais je trouve assez fabuleux, tu as ce passage où ils marchent tous les 2, ils sont presque sur le bord de mer, enfin, ils sont dans une espèce de petite plaine avec, enfin, tu sais, les herbes jeunes justement, qui sont en haut des dunes, et ils sont en train de parler, et il va lui lancer un rap. Voilà, il met une musique et il va rapper dessus en lui disant à quel point il a envie de l'emmener sur son île déserte et tout ça. Et elle lui dit: «Non, mais ça, c'est pas possible». Et c'est assez impressionnant, c'est qu'il y a aucun moment où il essaye, en fait, de la séduire. Il lui dit Non, ça, il lui dit juste, «Écoute, tu me promets juste quelque chose, c'est que si un jour ça se passe mal avec Pierre, tu me rejoindras sur mon île». Et donc il est pas en mode, «Je te force» ou quoi que ce soit, et je trouve ça assez intéressant. C'est pas le côté, c'est pas une femme partagée entre 2 hommes qui veulent absolument l'avoir à tout prix. Lui, il est déjà dans la résignation en disant: «J'ai bien compris que tu m'aimais pas, c'est comme ça,
c'est pas grave et même si tu me rejoignais sur cette île-là, ce serait sûrement pour être mon ami et ça me va. Parce qu'après, ils restent amis. Il y a quelque chose qui est très beau là-dedans, je trouve. Une amitié qui est très proche, ils se tiennent la main, tout ça, mais tu sens qu'il y a pas de désir et qu'il y a pas de sensualité, qu'il y a pas tout ça et que même, Mourad l'accepte totalement et je trouve ça assez beau, en fait. Alors du coup, Pierre ne le comprend pas, voilà, Ouais, ouais. évidemment, mais je trouve ça assez intéressant de mettre en contrepoint un personnage qui n'est pas, un, on va dire, un prédateur pour la relation qu'il a avec Isabelle. Voilà, c'est pas un ennemi, c'est pas un antagoniste, c'est juste, quelqu'un qui est là, qui a toujours grandi là, qu'il connaît aussi très bien, qui pourrait être son ami, qu'il est sûrement d'une certaine manière, mais qu'il a choisi d'antagoniser parce que il faut prendre des responsabilités, il faut être un homme. Être un homme veut dire avoir une femme, être un homme veut dire protéger les siens et ceux qu'on a décidé d'être les siens. Il le dit souvent, Isabelle, elle est à moi. Elle m'appartient. C'est assez horrible, hein, la relation qu'il a justement, enfin, qu'il veut avoir avec elle et qu'il, d'ailleurs, ça, il ne le dit jamais quand elle est là. Il y a aucun moment où il lui dit tu m'appartiens. Mais quand il est avec les autres, il regarde les autres, il demande leur validation. Il parle avec les autres gamins, il leur dit mais attendez, elle est à moi, Isabelle, on est quand même d'accord là-dessus, donc vous comprenez ce que je suis en train de faire. Et tu vois quand même le regard des gamins qui sont un peu oui, non. Il y a son petit frère qui lui est assez d'accord. Il dit qu'il va le suivre, hein, le petit frère qu'on voit de temps en temps. Le moment où Pierre s'énerve, c'est le petit frère qui donne les coups. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Mais, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans ces gamins et qu'ils sont pas toujours tous d'accord entre eux, mais que lui, a déjà dépassé un stade qui est hors du jeu qu'il s'imagine. Et c'est un des gamins qui va les lâcher à un moment, je sais que tu vas en parler de lui, hein, et qui lui dit justement: «Ah non, mais la» il dit quoi? Il dit, «Se battre entre nous, oui, mais la guerre, c'est non, quoi». Ah, bah oui, S'il est là en mode se battre entre nous, c'est un jeu. On s'amuse dans la cour de récré parce que on a décidé que toi, tu n'étais pas mon copain, donc je te tape à la récré, mais il y a pas d'incidence là-dessus. C'est pas très bien, hein, mais il y a pas d'incidence. Mais la guerre, c'est non. Et c'est assez intéressant, c'est que Pierre, lui, il pense qu'il faut faire la guerre. Il est déjà, lui, tu vois, dans le grand récit grec en me disant, moi, je dois faire la guerre, quoi. Non, mais on est Voilà. dans une, c'est intéressant parce que c'est un film de circulation de génération absolue, dans le sens où on a la dame âgée au début, qui a connu des moments bien plus graves, je parle historiquement parlant, et qui faisait les bons choix, de voler les plus riches si nécessaire, et cetera. Tu as les parents, donc des générations en dessous, désabusés ou combatifs, ça dépend, mais qui subissent quand même une pression sociale de pas mal de choses, ou le deuil, ou le chômage, ou l'alcool, ou tout ça. Tu as les enfants plus âgés, la vingtaine, donc, qui veulent reprendre possession des lieux comme, enfin, en faisant ce faux héros, enfin voilà, ce héros, ce faux prophète qui était Viali le père, mais en détournant ce qu'il faisait finalement. Et tu as les plus petits qui, eux, observent. Et c'est à Ouais. eux. Voilà, alors là, c'est là, et d'ailleurs, il y a un moment, bah, c'est pas le moment le plus subtil du film, mais c'est un des moments les plus beaux aussi, indirectement. Enfin, une des scènes comme ça où tu as le attention aux enfants, où il y a une pierre qui est jetée dessus et ça commence à se casser la gueule. Une pierre, tiens. Voilà, bon, Mmh. c'est amusant. C'est le message du film aussi, je pense. Guédigan, là, il dit bon, vous voyez, je vous montre ma communauté, utopie ou pas, naïveté ou non, humanisme, oui, en tout cas, quoi qu'il arrive. Fable, certes, je vais arriver à une happy end, c'est ce que je souhaite, mais officiellement, moi, je fais ce film. Pour vous, là, attention aux enfants, c'est le message, hein, je Ah mais le pense. film le dit constamment, bah, visuellement là, à l'image du coup, bon donc ça veut dire que clairement le film le dit, sinon, si ce Oui. n'était que dans le dialogue, on pourrait dire que le film ne l'incarne pas. Mais, tu parlais tout à l'heure du curé qui dit: «Mais pourquoi vous laissez pourquoi vous laissez vos enfants dehors?» Tu vas voir ce qui va se passer avec Simona qui va décider d'emporter les femmes de la cité pour se rebeller contre la situation. Le film dit constamment, limite ça pourrait être sa promesse, tu vois? Si on ajoutait une promesse à son titre, «Les enfants n'ont pas à être les dommages collatéraux de vos conneries», en fait. Mhm. C'est clairement ça ce que dit le film tout le temps. Il dit là, on va observer ces enfants qui, parce que vous faites n'importe quoi, vous les adultes, eh ben, ils se mettent à faire n'importe quoi parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, oui, justement. Quand les enfants s'ennuient, ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, quoi? Ouais, il faut briser ce cycle infernal potentiel qui ne peut Mmh, mener, la haine ne peut mener qu'à la haine de toute façon. Et on en parlait tout à l'heure, ils commencent à se taper, ils veulent en participer à la guerre, les gamins, mmh. sauf deux. Et ils vont partir entonner une chanson qui s'appelle Ancien combattant, qui, alors, ça a été popularisé par un musicien congolais du nom de Zao dans les années 80, mais c'est à la base une chanson écrite par un musicien et enseignant, intéressant, malien, qui en gros parle d'anciens combattants, anciens combattants pour les colonies françaises, hein, l'idée est là, Sûr. qui a vu les horreurs de la guerre et qui décide de dire maintenant ça suffit quoi. Mmh. La guerre c'est tous des cadavres, hein, voilà. Grosso modo la chanson elle dit ça. Tout le monde peut finir en cadavre.
La chanson est à la fois, tu lis les paroles, tu les écoutes, c'est à la fois grave et léger sur certains moments. Enfin, il y a des petits côtés humoristiques, puisqu'il parle de football à un moment dans la chanson. Mais voilà, si vous soutenez vos équipes, ben même l'arbitre, ça deviendra un cadavre, le joueur, le journaliste, ça sera des cadavres. Enfin bon, en gros, impossible de vivre en harmonie et de prendre plaisir à la vie avec la guerre. Et tu as ces deux enfants-là qui décident de partir en forme de fausse marche militaire en chantant la chanson, et un des deux qui vit avant, alors que les deux, ils écoutent, ils sont dépités d'entendre les conneries de leurs amis, parce que c'est quand même des amis à la base. Tu as le petit qui dit « Moi, mon père, il n'aime pas les Arabes. Moi, mon J'allais père, y il n'aime venir, pas hein. les Noirs. Mais il le dit en 2 temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur Oui. le moment, ils ont décidé de faire la guerre aux Arabes, donc tu as le gamin, tu as un plan sur lui qui dit ça, et quand les 2 s'en vont, on revient sur un plan sur ce gamin qui dit: «Moi, mon père, il aime pas les noirs», et tu sens que le gamin, pareil, il sait pas ce qu'il raconte, quoi. Mais c'est qui est terrible, mais ça, c'est un truc qui est terrible. Hein. Il recrache les paroles du père, voilà, tout simplement, Mmh. d'où l'éducation et tout. Et tu as un des deux qui dit moi, le racisme, parce que je suis que raciste envers les cons. Voilà. Ouais. Et ils voient que leurs camarades deviennent des cons, donc ils se barrent en chantant cette chanson anti-guerre. Quoi. Et ça, c'est passionnant, ça. Parce qu'en plus, Guédigan, il est malin, il les fait chanter, et après, il va y avoir le morceau extra-diégétique joué, où on va assister au moment de violence, où tu as un des gamins qui va se retrouver, il va se récupérer, enfin, il se balance des trucs par la Il fenêtre, se prend une et là, pierre dans qui la va être enfin, blessé. il se prend, oui, un objet dans la gueule, voilà, qui est un objet domestique en plus, on sait pas exactement ce qu'il prend, mais oui, il est blessé, quoi. Et c'est là où après ça peut dégénérer. On est dans le Mmh. climax absolu. Tu as le père du gamin, et c'est là où apparaît enfin Ouais, et le personnage. j'allais y venir effectivement, je me demandais si Voilà. tu avais quelque chose par rapport à lui, parce que Ah là, oui. c'est là Ah, qu'on voit l'un des pères qui est l'un des pères des missionnaires au début, parce que c'est le seul père qui répond d'ailleurs quand tu as ah le oui. curé qui dit justement: «Putain, pourquoi vous laissez vos enfants dehors?» et on entend une voix qui lui dit: «Vous voulez pas nous faire chier ce soir, on peut pas dormir tranquille?» et que justement, tu as le curé qui lui dit: «Non mais là, on vous reconnaît en fait, hein, je connais votre voix, je sais qui vous êtes monsieur», enfin, je sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais enfin Monsieur Goudre, c'est ça. J'ai vérifié. Je sais que c'est vous, Monsieur Goudre, en fait, donc ça suffit, vous êtes pas masqué et tout à coup, le moment où il apparaît, c'est justement, quand il y a, son enfant qui se fait assommer justement par cet objet qui tombe et lui, il pète un câble, il va avec la carabine, il tire dans le tas, il fait n'importe quoi Il et y a eu des après tu as faits ce divers. Hein. dialogue. Il y a eu Mmh, pas mal bah de faits divers de gens qui tiraient en fusil de leur fenêtre et qui avaient tué des jeunes. Hein. C'était même arrivé dans la ville où je vivais. Hein. mmh. Figure-toi. C'est incroyable, hein. Mais Ah ouais. justement après et après tu as cette discussion avec le curé, parce que là, il va laisser rentrer le curé après avoir craqué et qu'il lui dit, en plus, enfin, c'est ça qui est assez marrant, c'est que tu vois ce mec en colère. La première fois qu'il a interpellé tout le monde, c'est pour dire: «Vos histoires, elles m'intéressent pas, vous me faites tous chier». Il finit par tirer, à passer à la violence et après, la scène d'après, la première chose qu'il dit, c'est: «Mais attendez, enfin, j'ai quand même pas tué quelqu'un», en fait. Tu sens qu'il est extrêmement désolé de ce qu'il a fait, qu'il a été sanguin, que c'est quelque chose d'horrible, mais que c'est pas quelqu'un qui peut reproduire ce genre de geste. Qui n'est pas en accord avec ce qu'il a fait. Là où justement tu t'imagines un peu comme, notre petite vieille au début, tu vois? Qui justement vient de se faire dérober et tu t'attends à ce qu'elle ait un discours justement anti-jeune, peut-être un peu raciste et qu'elle dit: «Mais c'est quoi ces gamins, ils ont fait n'importe quoi, nous au moins on le faisait bien». Tu t'attends à ce que ce mec-là ne change pas, ne varie pas, que c'est juste, je sais pas si c'est un raciste, si c'est quelque chose, mais c'est un mec en colère qui veut s'en prendre aux autres, qui a décidé de dépecer les autres en mode: «De toute façon, les enfants nous font tous chier», notamment depuis qu'il y a des immigrés dans la cité. Et quand il est dans la chambre, il tient un discours contraire en disant juste: «Je me laisse dépasser Mmh. et c'est pas normal» et pof, bah, il fait exactement pareil que pour notre petite vieille, il ramène de la nuance. Il dit: «Cette personne, si vous la laissez parler, si vous l'écoutez, elle peut être plus raisonnée que ce que vous imaginez, il faut essayer de la faire Exactement. parler, quoi». Il lui laisse, une fois les émotions calmées, le curé lui laisse la possibilité de s'exprimer. Alors, j'ai vérifié parce qu'à un moment, j'ai eu un doute. Ce n'est pas le père du petit qui dit: «Moi, mon père n'aime pas les arabes et n'aime pas les noirs». C'est pas lui. Donc voilà, parce qu'à un moment, j'ai vérifié, c'est pas le même gamin. Et alors, c'est très amusant parce que là, il a un certain âge, il a un fusil. À un moment, il met une chanson de Johnny Hallyday, j'ai Oui, vérifié. Bon, s'il avait mis une chanson de Michel Sardou, on aurait pu dire qu'il avait fait la guerre en Algérie, mais il n'est pas allé jusque-là. Guédillon, justement, tu as eu il un laisse. doute toi aussi quand il a mis le morceau parce que la voix de Johnny de cette Oui, époque fait beaucoup penser à la voix de Sardou. Moi, j'étais là en mode: «Qu'est-ce qu'il nous fait?» mais c'est intéressant. Je me disais après ça va, vu le morceau qu'il met, bon, Sardou n'a pas chanté que des saloperies, tu vois? Même si c'en est bien une. Mais je veux dire, du coup, c'était intéressant de voir ça. Mais oui, non, effectivement, tu as raison, c'est Johnny. non, mais voilà, il laisse une zone de gris sur ce personnage, Guédiguian. Justement, c'est ça qui est intéressant. Il se refuse à tout cynisme ou à tout jugement aussi dans le film. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Tous les personnages, ils ont des zones de gris, voire ils basculent un peu quand même. Mais derrière, ils croient en la rédemption et à la réconciliation par l'écoute. Et c'est ce que fait le curé.
Et là, du coup, le curé devient l'alter ego de Guédiguian aussi, et de Milési peut-être, quand ils ont écrit ça en collaboration. Mais moment touchant, parce que on refuse à juste, tiens, c'est un sale raciste et tout. Par contre, ce qui est derrière intéressant, c'est que là, il faut prendre les choses en main. Et le curé, il est dépassé, non? Un peu le curé, quand même, à un moment, là. Bon, à moitié dépassé. Ah bah, C'est il Simona, se fait quand même dérober son église. en plus. Mais Simona prend les choses en main, elle réunit toutes les femmes, et les femmes, parce qu'elle se rend bien compte, elle et certaines de ses amies d'ailleurs, que les maris sont devenus fous. Alors, on va en parler après, parce qu'elle est la femme du personnage communiste du film, le père d'Isabelle, hein, d'ailleurs, qui va dire quelque chose. Mais d'abord, Simona, elle réunit la communauté. Ce n'est plus une église, c'est un groupement social de révolte populaire, hein. Ce que C'est devrait intéressant. être, d'une certaine manière, une église. C'est l'église du peuple, là. Voilà, c'est ça. Et là, Simona a dit, maintenant, ça suffit. Alors, comment faire en sorte que ça s'arrange? La misère, elle est là, c'est la catastrophe. Ben, autant ça, quoi, hein. Je le mets là, même si elle le dit après. Il faut apprendre aux enfants à voler comme il faut, comme autrefois, pas entre nous. Peut-être qu'il faut s'en prendre au système autour qui nous a enfermés là-dedans, quoi. Et ça, Ouais. c'est risqué. Non, c'est très, très fort, Guédiguian ouais. prône le vol. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Allez, Ouah, alors, ça dépend. ah, Moi, j'ai vu ce c'est film le fable. après La Pivoleuse où ils prennent déjà le vol. Donc bon, Mais c'est vrai, et c'est marrant parce que la pivoleuse, du coup, elle est là déjà. moi, je me souviens de cette petite interview sur un plateau. Alors, je sais plus qui c'était. Ça doit être en plus, Tacheron à la Salamé, tu vois, qui devait interviewer lui et Ariane Escaride et qui lui Aïe, pose aïe, des aïe. questions. Mais je crois qu'en plus, il leur dit, hein: «Mais ça vous gêne pas, pour la pivoleuse, hein, d'avoir mis en scène une aide-soignante qui vole, du coup, Il qui faut voir vole la ses parabole. patients?» Et tu es là, tu fais: «Bon, déjà, enfin, voler, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, elle est pas en train de les dérober de millions, tu vois, de choses». Alors, je dis pas qu'il y a des petits vols et des grands vols, mais c'est en plus le côté, bah, dans le film, ce qui est intéressant dans La Pivoleuse, c'est vraiment celle qui, quand je vais vous chercher du poisson, je vous dis que ça a un petit peu augmenté, c'est parce que je me suis acheté un poisson pour moi, quoi. Bah, Ça va, c'est pas non plus du vol c'est le qualifié, mais partage, c'est le repartage des richesses, tout simplement. d'autant que, la petite morale de La Pivoleuse, c'est que quand tous les vieux se rendent compte qu'elle les a volés, ils disent: «Mais attendez, elle nous a tellement donné, on peut bien lui donner un peu plus si elle avait pas assez». Et ça, Et c'est ouais. très beau. Voilà, et tu as Guédiguian qui la regarde et qui lui fait: «Mais vous savez, madame, le vol des riches, n'est-ce pas là la vraie forme de résistance?» Tu sais, tu fais, voilà, la vraie forme de Magnifique, justice sociale. Tu fais: «Bah oui, magnifique. D'ailleurs, évidemment». Mmh. petite parenthèse, si vous êtes sur X encore, vous voyez certaines interventions de Guédiguian dessus, parce qu'il fait de la résistance aussi, là. Oui, oui, clairement. Avec son ton, parce que je pense que Guédiguian, mais ça, c'était, notre ami Samir, hein, qui me l'avait déjà dit, qu'il a interviewé, 2 fois pour Marius et Jeannette et pour je ne sais plus quel autre film, et qui me disait: «Guédiguian, c'est compliqué. C'est un mec qui est très rude, qui, voilà, qui peut être très froid, qui, voilà, qui peut être très, il va t'empoigner, quoi, et si tu ne l'accroches pas, mmh, il va pas être infect, mais, il va être distant avec toi». Mmh. Tu vois? Mais si tu l'accroches, ça peut très bien se passer. Donc tu vois, c'est pour ça, moi, j'entends un peu tous les sons de cloche sur lui, mais c'est vrai que ça m'étonne pas. Mais oui, voilà, mais en tout cas, c'est même pas tant, tu vois, prenez le vol qu'ils font, puisque Non, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font dans ce film? Ils vont voler une banque, quoi. Je veux dire, mais c'est il y la a rien de c'est les plus causes. impersonnel il y a rien de plus impersonnel qu'une banque. Tu t'en fous de voler une banque. Ouais. Il faut regarder les causes aussi, Mmh, dans un sens où c'est pas un vol gratuit. Et d'ailleurs, le bien film le sûr. montre. C'est pas des vols comme ils se font là, les jeunes criminels, machin. Non, non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une réflexion derrière, comme Mais la vieille dame c'est de. pas des pauvres qui volent des pauvres, quoi, déjà. Non, voilà. Et puis, ce qu'il faut, voilà, pour tout simplement survivre, parce que bah, le système, le monde là, ne nous permet pas de survivre. Tout simplement, à un moment. Et c'est presque, en fait, Simona et les femmes là, enfin, Simona en tant que leaduse, si on veut, euh, essaye de prôner une sorte d'éducation du vol. Il faut apprendre aux jeunes à faire attention, parce que sinon, ça peut basculer dans le crime. Il y a cette scène terrible où il y a le père qui vient de voir son fils en prison, il ne le reconnaît plus. Il faut éviter que ça arrive, quoi. Ça. Il faut être Bien sûr. malin. Il faut être Mmh. malin. Et pas se faire prendre aussi. Si tu vas trop loin dans le gangstérisme, que ça se termine mal, tu vas te faire prendre. Et la prison, tu vas la mériter si tu finis par tuer quelqu'un, quoi, par exemple. C'est comme ça. Ouais. Mais enfin voilà, après, en plus, en ce moment, dans l'actualité, tout ce qui est carcéral et tout, ça revient. Et encore, on passe des lois par réaction et par émotion avant d'avoir la réflexion derrière. Ça, c'est quelque chose qui est terrible. Et si tu dis que tu es contre, alors là, tu passes pour un défenseur des criminels. Évidemment. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce film le montre, en fait. Bien sûr. Et Ah non, mais c'est ça, le film nous dit clairement,
il n'y a rien de mal à voler un système quand le système vous a volé. Ouais, parce que c'est ça qu'ils font au final. Les gamins, on va leur apprendre à voler le système, pas justement, à aller voler les gens qui se font aussi dérober par lui. Et puis, voilà, je vous montre le personnage d'un des deux communistes pardon, avec sa femme. Alors c'est terrible parce que là, elle reproche à son mari, c'est eux le problème, hein, c'est les pères, hein, c'est les paternels là. Depuis qu'ils ont perdu leur exemple, Pierre Viali, enfin le Viali père, hein, je sais pas si ça s'appelait pas Pierre aussi d'ailleurs, mais bon, peu importe. Ils font n'importe quoi, ou ils se laissent résigner et tout. Et à un moment, elle dit ah mais c'est bon, maintenant c'est bon, on est dans un monde qui a évolué, heureusement. Enfin bon, on est dans les années 90, malheureusement, l'avenir fera qu'on n'en est pas encore sorti de ça. On n'a plus des gueules d'immigrés espagnols, italiens, arabes et tout. Vous avez plus ces gueules-là maintenant. Vous avez des gueules de vieux, des vieux cons, quoi. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder une certaine jeunesse d'esprit, de réflexion, et pas tomber dans la connerie réac par défaut, quoi. C'est ce qu'elle dit. C'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, cette dame. Mais là, elle a une des scènes les plus fortes du film, hein, mine de rien. Oui. Oui, non, non, mais les mères finissent par exister effectivement à un moment qui est assez prononcé et voir que c'est elles aussi qui subissent, l'abandon des hommes, en fait, au même titre que les enfants Oh ben oui, et oui, oui. qui vont et face que elles, voilà, contrairement aux enfants qui n'en ont pas la conscience, donc le pouvoir de le faire, vont choisir de prendre les choses en main et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a cette révolution féminine qui se passe dans la cité, tout à coup, tout change et elles s'unissent toutes. C'est ça qui est assez marrant parce que ça met écho à 2 scènes. Tu as justement la séquence où, Simona se rend compte que son fils, est Ouais, planqué justement dans sa cave et c'est assez marrant parce que tu vois qu'il est planqué dans sa cave et la scène d'après, elle dit: «Je l'ai donné à la police» et l'espace d'un instant, tu pourrais presque penser qu'en fait, c'est pas vrai. On sait qu'il est dans la cave, elle fait croire à tout le monde qu'elle l'a donné, qu'elle a dit à son fils: «Planque-toi» et en fait, non. Elle a vraiment donné son fils à la police en lui disant: «Là, tu as volé ta mère, ça suffit» ouais. et en plus, elle le dit, elle fait: «Tu seras toujours» enfin, elle dit un truc, elle fait: «Je t'aimerai toujours, tu seras toujours le bienvenu chez moi, mais ce sera pas pareil» et ça, c'est intéressant et elle va du coup dans, justement, à la famille, justement là où il y a, Mourad qui s'est fait justement tirer dessus Mm. et là, c'est intéressant parce que justement, elle va les voir, elle va voir le gamin qui lui est déjà enfin, il s'est fait tirer dessus, il est avec sa salopette dans le lit. Moi, ça m'a fait rire aussi. Il y a le côté quand même, même quand il est blessé, qu'il est alité, il a une balle dans le corps, il est quand même en salopette. Moi, ça m'a c'est quelque chose, tu vois? C'est un détail qu'on voit, mais ça me fait rire et tu vois les gamins qui refusent de lui parler à Simona. Il y a un gamin Ouais. qui refuse d'ailleurs de se faire embrasser par elle quand elle vient embrasser les enfants. Pas que les gamins, il y a le père aussi, hein. Le père aussi et non, le père, il la salue. Il lui serre Il la la main. salue, mais il dit après, je parle pas aux C'est femmes. ce que j'allais dire justement et c'est ça Ouais. qui est intéressant. Il la salue, il lui serre la main, la mère la salue, elle va embrasser les enfants et au moment où elle dit justement, qu'elle est désolée de ce qui se passe et qu'elle essaye d'apporter un peu de nuance en mode, «Vous allez pas me punir pour le crime de mon fils, il faut qu'on s'unisse pour justement, faire front ensemble». C'est là qu'il lui dit: «On te parle pas» et ci et ça et c'est ça le déclencheur parce qu'elle part de la maison en mode: «OK, on peut plus rien faire avec ces gens» et là, bah, cette dame que nous voyons ici est la femme justement de cette famille, qui a subi, l'affront justement, du fils de Simona, frappe chez elle et lui dit: «Non mais vous avez raison là, nos maris ils sont, bah, comme tu dis, ils sont devenus complètement fous, ils n'écoutent plus personne, donc si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est nous» et à partir de là, pof, il y a quelque chose et c'est là qu'on voit qu'il y a une science dans la grammaire de Guédiguian parce qu'on parle beaucoup de ces images, on parle peu de sa grammaire de mise en scène, c'est que c'est une Mm. science en fait qui se passe beaucoup au montage en fait. Lui, il sait comment enfin l'émotion va s'attirer avec la scène d'après. C'est-à-dire qu'en fait, sans créer de grammaire extrêmement interne à chacune de ces séquences, une séquence est le contre-champ de la précédente. Et justement, c'est comment est-ce qu'on va apporter le contre-champ à la première séquence. Et là, pof, on va apporter une dissonance, quelque chose, et c'est toujours très fort. Et c'est pour ça, je pense qu'il arrive constamment, en plus des dialogues, en plus de tout ça, qui ont toujours une espèce de force, de nous apporter quelque chose. Tu vois, tu te dis, tiens mince, comment peut-on se sortir de cette situation? Et il n'y a pas la transition, il n'y a pas le moment où on va vaquer à quelque chose en attendant de voir quelle va être la réaction. La réaction, c'est la séquence d'après. Donc, on a immédiatement le contre-champ, en fait, au moment où on transite sur une autre séquence. Et c'est là que c'est intéressant dans cette manière de construire sa narration. Mais c'est en fait la grande force du film, et d'ailleurs dès l'une des premières séquences avec la vieille dame, le curé, puis le gamin qui arrive et tout, la circulation, là c'est une même séquence, Mm. ou la circulation des séquences après les autres. C'est-à-dire que dans l'idée de l'enchaînement, le film a cette fluidité-là qui rend l'émotion, qui rend la gravité et plein de choses. Et c'est peut-être, d'ailleurs c'est là où on parle parfois de, entre guillemets, cinéma invisible,
Mais le montage rend, si on l'analyse un peu, le cinéma visible. C'est du cinéma. C'est pas parce que, oui, il n'y a pas de grands plans séquences, de mouvements de grue. Bah, on s'en fout de ça. On On s'en s'en fout. fout de D'ailleurs, ça, le bien film, sûr. il a pas envie d'en mettre. Il peut pas en mettre. Il y a beaucoup de plans fixes parce qu'il y a une sorte de fixité dans le cadre. Ils sont dans des cadres. Il y a beaucoup de personnages dans les cadres. On se souvient du personnage de Jacques Boudet au début, avec son fusil, il est encadré, il est enfermé. La prostituée, elle est aussi dans son cadre, souvent. Donc c'est l'idée. Puis il y a des plans fixes à table, etc. C'est ça l'important, je pense. Le seul moment de grue du film que j'ai en tête, finalement, c'est au début et à la fin, quand Isabelle va sortir de l'église où il danse pour aller à la cérémonie de mariage à côté. Mm. C'est intéressant parce que là, tout est fluide parce que tout est apaisé. Mais avant, c'est fixe, quoi. Et puis, bon, après, évidemment, ça s'enchaîne, hein. Ça va vite. Il y a ce moment-là où notre cher curé va avec les personnes âgées qui dansent derrière. Il y a un truc totalement irréel. On est dans du Irréel, théâtre. ouais. Là, c'est Et c'est du vrai théâtre. qu'eux, ils sont là, ils observent, ils jugent un peu tout. Et parce que tu les vois quand ils sont assis, qu'ils se posent des questions sur cette ligne, c'est les Oui. seuls moments où ils ont à peu près du dialogue, tu vois. Ils sont tristes. À un Mais moment, il y en a un qui est triste aussi par rapport à une Mais scène qui ils s'est en, passée. ils en parlent de manière un peu nébuleuse. Tu sens que c'est pas des personnages à part entière, mais qui sont là. Et puis il y a ce moment où du coup on décide de faire avancer les choses, et c'est eux que tu vois au sol en train de gratter la Et ligne. c'est des personnages shakespeariens de cœur, Ouais. d'observateurs. C'est trop ça, quoi. C'est le fatum. Je sais plus les trucs de destinée, là. Je sais plus comment ça s'appelle et tout. Là, Alors je pourrais pas te dire non plus, ouais, mais j'ai un trou. Mais voilà ce que nous dit notre curé. Alors, bah oui, il faut prendre à César ce qui appartient à César, hein. Et puis, très beau moment parce qu'ils sont au milieu de la démarcation, en plus, je crois, là, plus ou moins. Et il y a un rapprochement entre les deux qui est très, très touchant, je trouve. Mais on en parlera à la fin de ce rapprochement. Et là, bah, du coup, c'est comme si, avec ce conseil ultime, au final, le curé donne son rôle de médiateur ultime à Simona, qui va être actrice de la médiation avec lui, hein, parce qu'ils vont monter ce plan avec des faux enfants d'une communauté, avec plein de religions. J'adore cette idée quand ils vont à la banque et qu'ils disent ah, nous sommes une communauté où on récupère des gens de toutes religions. C'est un truc improbable, hein. Mais cette idée de rêve utopique que Guédiguin imaginerait que tous les gens, n'importe quelles origines, religions, tous ensemble, il n'y a pas de problème, hein. c'est ce qui se passe aussi parce que il y a que du coup Oui. le moment où ils vont faire le casse et où ils demandent aux enfants, parce qu'en fait vous allez faire croire que vous venez faire un dépôt à la banque et donc il faut que vous ayez tous des billets. Mais pour que ça marche, il y a aucune raison que ce soit ça. Pour que ça marche, il faut que chaque gamin ait des billets d'origine différente. Donc vous allez Ah mais oui, tous ils aller l'ont piocher cherché. chez vos familles, et tu as justement, et c'est ça qui est super drôle, je sais plus lesquels qui va être, un qui dit mais moi j'en ai pas en fait, j'ai que des billets français, et puis, limite tu as les gamins qui font bah t'as rien à foutre là quoi. Ah bah, tu fais pas partie de la diversité dans la diversité. Et je trouve ça très très marrant. Et t'as l'autre gamine qui justement dit ah non c'est bon, moi j'ai des billets étrangers, je sais lesquels c'est parce que moi je suis allé en vacances. Et t'as les autres gamins qui font t'es allé où? À Monaco. Et tu sais que Ah. c'est impossible. Tu fais vraiment, Et il ce qui la est très regarde en marrant, toi, c'est que t'es allé à Monaco, donc c'est pas possible. le gamin qui a que des billets français, je crois que c'est celui qui dit plutôt mon père, il aime pas les C'est fort mais possible, ça faudrait revoir, ouais. à vérifier. Et puis après, il y a un moment fantastique dans le film. Alors, c'est probablement dans la tête de Simona, ses souvenirs, l'apparition de son mari défunt. Là, on Mm. est dans de la poésie. C'est très guédiguianesque, ça, de ce que j'ai pu voir. Enfin, Oui, il y a oui. une idée, il y a quelque chose de merveilleux là, parce que Il y a toujours quelque chose sur les fantômes qui hantent les vivants, dans le bon sens en fait, comme des espèces de bonnes étoiles qui veillent sur eux. moi, je garde une scène, enfin, des moments assez merveilleux dans La Pivoleuse avec ce vieil homme qui est avec une femme, Jacques Boudet d'ailleurs, son Qui est dernier joué par rôle, hein. Jacques Boudet, bien sûr, hein, son Voilà. dernier rôle. Et Ouais. elle attend quelqu'un qui est probablement mort à la guerre et tout. Et il reste avec elle et à ce faux couple, sorte de couple par défaut, Mm. et un amour désintéressé de tout du mari. C'est un merveilleux dernier rôle pour cet acteur d'ailleurs. Ouais. Et là, ce moment-là, je sais pas comment tu. Est-ce qu'on. Bon, on va pas l'interpréter, c'est pas un film de fantôme où il apparaît vraiment. C'est dans sa tête. C'est juste qu'elle s'imagine ce que son mari pourrait lui dire, quoi. Oui. Mais Il y c'est a des beau. très belles choses hein, dans cette séquence. Même le fait qu'il apparaît, il est vieux et il lui dit, bah, en fait, Oui. enfin, c'est quoi qu'il lui dit? C'est quand on meurt On de manière s'imagine. prématurée, Voilà. on arrive enfin, dans l'autre vie tel qu'on aurait été si on était mort de vieillesse. Voilà. Ouf. Bah, déjà, et en plus, elle lui dit, mais tu es beau comme ça et tout, c'est beau. Et même, elle lui pose cette question, elle lui fait, mais quand est-ce que je te rejoins, quoi? Et lui, il Ah. sait, et il lui dit pas, et c'est assez beau. Et c'est là qu'il lui dit, mais je sais tout ce que tu as fait. Il y a même le côté, tu vois, que tu pourrais voir hein, dans ce genre de truc où il pourrait y avoir des dialogues vraiment inconséquents, voire un peu nocifs.
et qu'il lui dit je sais ce que tu as fait avec une autre, je sais ce que tu as fait avec d'autres. Et alors, quoi, tu es en mode, tu es veuve, en fait, et tu en verras d'autres des hommes, et tu auras des vies. Il faut que tu aies des vies, en fait. Tu dois pas rester dans cette espèce d'inconstance, tu vois, parce que ton mari est mort et que du coup, ta vie s'est terminée. Et je trouve ça assez beau. Alors, il faut surtout pas voir ça comme le côté le mari lui donne enfin le droit d'aller voler de ses propres ailes, puisque c'est elle qui s'imagine ça, du coup. Donc, c'est elle qui arrive à enfin mettre des mots sur son deuil et qui se dit bon, allez, c'est bon, le deuil, il est fini maintenant, tu vois. Parce que le deuil, elle le vit à travers ses enfants. Et où là, elle se dit quand les enfants ne représentent plus ce que moi je voulais qu'ils représentent, c'est parce qu'ils doivent voler de leurs propres ailes, et donc moi aussi. Et je trouve ça assez fort, en fait, que cette séquence vienne faire pivot dans tout ça. Il y en a beaucoup de films, hein, d'ailleurs, enfin, un peu fantastiques comme ça, où il y a l'apparition de fantômes et qui dit à celui qui est resté, mais vis ta vie et tout. Moi, j'en ai un qui est en tête, mais qui est complètement rien à voir avec Guédiguian. Tu vas même te marrer de la référence, mais c'est The Frighteners, Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Hmm. Où tu as la femme morte du personnage de Michael J. Fox, à un moment, qui lui donne son aval à la fin, vis ta vie avec la dame que tu as rencontrée. Voilà. Je m'étonnerais que Peter Jackson ait été influencé, ce qui est sorti 3 ans après, hein, The Fighters, Hmm. ou 2 ans après, était influencé par Guédiguian. Quoique, si Peter Jackson nous écoute, faire des crossovers improbables. C'est vrai que je le vois pas regarder ça. Bah, je sais pas, j'en sais rien. À cette époque-là, je le vois pas voir ce genre de film-là. Parce que ça devait pas forcément l'atteindre là où il était. Mais j'en sais rien. Mais ça serait. Oh, non, mais on rigole. Avec le cinéma, des fois, on fait des ponts fantastiquement fous. Et c'est pour ça qu'on aime le cinéma aussi. Et bon, après, bon, je vais pas montrer des images du braquage. Moi, ce qui m'intéressait, c'est cet après, où ils se retrouvent tous. Ils abandonnent le bus et ils se retrouvent tous dans les voitures. Là, il y a cet aspect communautaire de préparation jusqu'au bout. Ça a été bien fignolé. Dans ce même terrain vague, peut-être, où il y a eu la violence avant. Peut-être. Je sais pas. Hmm. On peut toujours imaginer. Enfin, on ne sait pas si c'est oui, c'est une sorte de terrain vague. C'est un Bah, bel pour moi, endroit. pour moi, on n'est pas loin de on n'est pas loin de la mer, parce que quand on les voit Ouais. marcher, tu vois, il y a quand même ça, mais là, oui, là, c'est pas évident. Et c'est vrai que voilà, ça, c'est le plan où tu te dis, ils sont en train de fuir quelque chose, ils sont dans le bus, il y a potentiellement une poursuite, Il n'y a pas ils de vont poursuite. dispatcher le vol comme ça, et tu penses que la police va arriver, et non. Il n'y a pas de police dans ce film. La seule police, c'est le curé. Et après, on Et laisse les sauf que gens c'est le agir. curé qui approuve, donc bon. Et puis, on laisse les gens agir, régler leurs trucs entre eux et faire une forme de justice. Alors, évidemment, c'est là où on est dans la naïveté de l'utopie. Mais à la fin, on revient au début. Bon, bah, et c'est là où, finalement, le film nous disait tout au début. Cette scène, alors, au début, on ne sait pas trop ce que c'est. Sorte de scène de fête et tout. On voit Isabelle qui est quand même en train de danser avec donc plutôt le côté de la cité avec des origines maghrébines, mais une scène orientale et tout. Et après, elle sort de là, elle passe dans une scène plus ou moins de fête de village avec une chanson italienne, là, Il Maschi. Ça veut dire Mm. le mascu hein, en italien, c'est très intéressant. Une musique d'une chanteuse italienne, c'est Gianni Nannini, je crois, de mémoire, qui était très populaire dans les années 90. Tu vas rigoler, mais grâce à une pub. C'était une Ah chanson de oui. pub à l'époque. Moi, je connaissais cette chanson pendant longtemps, je savais pas qui la chantait et tout, grâce à une pub, et je sais plus si c'était une pub de spaghetti ou autre toute bolognaise à la con. Évidemment, c'est une chanson italienne. Donc, il y avait les clichés à l'époque. Hein. On sait pas trop ce que c'est, scène de village, réconciliation, et il s'avère arriver au bout qu'on comprend que c'est le mariage entre Isabelle et Pierre qui se sont retrouvés. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas évident quand même au début, on sait pas trop. D'ailleurs, en plus, avant de les voir ensemble, là, s'embrasser, on voit Isabelle avec Mourad. Mm. Et on se dit, tiens, mariage entre eux, d'où les doubles fêtes Où tu te dis d'origine peut-être différente. qu'elle aurait fait le meilleur choix vu comment était Pierre, mais Pierre a l'air tellement apaisé à partir de là C'est magique. que c'est plutôt magique, effectivement. Alors, c'est pas trop ce qui s'est. Ben, c'est là, de toute façon, c'est le conte de l'Estac. Mm. Ça finit en fable, avec regard caméra, le retour du regard et du discours caméra du curé. Le film a conscience de parler à des spectateurs. Hein. C'est théâtral aussi. Et un truc très très fou quand même. Il faut le dire. Bon, il va dire ça, hein, un peu avant d'ailleurs, que tout n'est pas merveilleux, tout n'est pas magnifique. Bon, vu ce qui s'est passé avant, on comprend. Faut pas chercher le paradis sur Terre, et pourtant, bizarrement, il y a une forme de paradis. Il rejoue un peu des scènes du parrain, si on veut, Guédiguian. Notre histoire se termine, le film, mais ne fait que commencer. GDF, gardez la foi. Sans que c'est presque un gag, C'est drôle. le GDF, gardez la foi. On dirait un truc publicitaire pré-macroniste. Mais, mais par contre, Ah, ce qui est très heureusement pour nous, pré-macroniste, pas dans la carrière de Robert Guédiguian, hein.
Ah non, 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 alors là, Je veux dire, je tiens à le préciser quand même. non, 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 vous inquiétez pas. Guédigan, ça sera pas du cinéma macroniste, même Glucksmannien, non, 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 pas vraiment, non. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à droite, donc le curé, qui est plus habillé du tout en curé, hein, c'est fini, avec Simona, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'embrasser sur la bouche. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que finalement il en a eu marre d'être curé et il a... Je sais pas. En fait, non, mais la question se pose, tu sais, c'est quelque chose qui, même alors même s'il le fait beaucoup plus maladroitement, se retrouve, attention, à faire un pont, improbable, parce que je ne pense Ah, pas qu'un Peter jour ces Jackson? cinéastes non, Peter Jackson? être amenés à discuter, voire ça m'étonnerait que Guédiguian aime ce cinéma-là et ça m'étonnerait que, celui que je vais citer s'intéresse au cinéma de Guédiguian. Je dis bien ça m'étonnerait, je n'en sais rien. Mais ça me fait penser à Disclosure Day. Ah oui, non. Parce qu'il y a quelque chose, tu vois? Non, mais tu vois, tu t'y attendais pas celle-là. Spielberg, évidemment, c'est très guédiguien, de dos derrière un arbre, oui. Mais c'est Voilà. Mais il y a quelque chose, qui moi m'intéresse dans ce que dit sur la fin. Spielberg dans son film, c'est Ouais. sur non, la conception de Dieu. Le moment où tu as même une bonne sœur qui dit: «Oui, mais en fait, Dieu, à partir de quel moment est-ce que ce serait, quelque chose, tu vois, qui aurait une apparence potentiellement humaine, qui nous a créé à son image, qui ci, qui ça? Qu'est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu, c'est pas juste une recherche de sérénité?» Toi, tu as les taoïstes qui disent que Dieu, c'est la nature, tu as plein de choses comme ça. Et justement, moi, je trouve ça intéressant de se dire, est-ce qu'il a réellement perdu la foi, ce curé? J'en sais rien. Ou est-ce qu'il a décidé que la foi, c'était le bonheur avec ces gens? Tu vois? Donc, il y a un côté parce que quand il dit garder la foi derrière, même s'il se dit GDF, hein, voilà, il y a quand même ce côté, bah, il a, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais oui, enfin, il peut la conserver parce qu'il a trouvé une manière de, justement montrer que la foi si la foi, c'est le bonheur et si la foi, c'est la communion, et bien ici, Ah bah, avec cette communauté, avec cette cité, avec l'amour d'une femme, lui, il l'a trouvé. Mais bon, je veux dire, en plus, initialement, dans la Bible, il n'y a strictement rien, hein, qui indique que les prêtres, ah mais ne Dieu doivent est pas, amour. Dieu être est avec amour, les donc gens. il est toujours proche de Dieu en soi. Toi qui lis la Voilà. Bible en ce moment, en plus, bon, tu es pas encore à Dieu est amour. Toi, tu Oui, pas oui, encore. alors moi, je la lis effectivement pas pour les raisons qu'on imagine, je la lis plus par volonté de défiance Ah, que par adhésion. Mais effectivement, normalement, hein, à partir d'un certain moment, oui, tu as raison, Dieu est censé être amour. Et oui, si on prend ça, ouais. en se disant, prenons juste une métaphore de ce que ça peut être, on en est là. Mais ça, c'est quelque chose là, alors pas la foi, mais le rapport à la foi qui va constamment, traverser le cinéma de Guédiguian. Ça, c'est quelque chose, tu vois, tu verras, quand tu auras l'occasion, enfin, je crois que c'est un truc que tu as vu, mais peut-être que tu te rappelles pas. Je crois que c'est ce que tu me disais avant. Quand tu verras Marius et Jeannette, qui a une super scène, qui a même été d'ailleurs, découpée sur YouTube, qui s'appelle «Les Intégristes», qui est une scène qui est dite par Jacques Boudet. Et tu as un moment où il dit ça à des gamins qui se font un peu la guéguerre. En plus, c'est des petits, tu vois? Il y a toujours le rapport aux enfants et à ce qu'on leur transmet. Et des gamins qui se font la guerre parce qu'il y en a un qui est musulman et l'autre qui justement, je crois qu'il est athée l'autre, tu vois? Donc ils se font la guerre et que l'autre il lui dit: «Mais c'est quoi Dieu?» Et qui lui dit ça justement, il fait: Mais enfin, Dieu, tu es là, tu me dis c'est un grand barbu, machin qui est comme ça, qui a les cheveux comme ci». Il fait: «Mais tu vas me faire croire que le mec, il a des milliers et des millions d'années et il a jamais changé de coupe de cheveux». Tu vois? Et il te dit ça avec une absurdité et il lui fait et là le mec, et supposons qu'il existe. C'est un être métaphysique à un tel point que notre imagination peut même pas l'atteindre. Il fait qui peut tout faire, qui nous regarde, qui veut qu'on s'unisse. Et là, tu me crois, et fait, tu me fais dire. Je pense qu'il ne le dit pas exactement dans cet ordre-là. Il fait mais et là, pour toi, tu penses que lui, il passe ses journées à se demander si tu manges du cochon, si tu fais des prières ou si tu t'es touché la quéquette. Tu vois. C'est fabuleux. Il dit ça comme ça, Jacques Boudet. Oh, mais c'est absurde. Il fait lui, il veut juste qu'on soit unis et qu'on s'aime. Donc à un moment, voilà. Et je trouve ça fabuleux. Et là, il idéalise totalement dans ce film par le biais du conte. Mais de toute façon, garder la foi, ici, Guédiguian, il ramène la foi en l'humain et les humains entre eux. Bien sûr. Dieu, bon, Mais c'est c'est un grand naïf, hein, Guédiguian, je pense là-dessus, qui continue à y croire. C'est ça qui est intéressant. ah oui! Ah ben, et on a besoin de Mm. personnes comme ça qui Ouais, continuent à ouais, y bien croire et sûr, bien sûr, bien sûr. qui transmettent du coup. Et puis bon, bah, ça se termine littéralement avec le titre du film. Et oui, trêve de baliverne, l'argent fait le bonheur. Et c'est ça qui est marrant. Parce que là aussi, il y a ce côté décalage un peu. Parce que si on prend texto le truc, si des gens qui vont dire l'argent fait le bonheur, c'est plus dans une idée capitaliste et tout. Non, c'est pas pour être milliardaire. C'est juste que bah il faut quand même pouvoir survivre dans ce monde.
et récupérer un peu de ceux qui nous ont trop pris. Mmh. Et ils vont jusque le délire, parce qu'évidemment, ce mariage, cette réconciliation globale a été rendue possible grâce au petit braquage et tout, là. Ils ont pu réparer certaines erreurs, on va dire. Et ça se termine avec ce gâteau de mariage avec le billet de 500 francs. Idée géniale. Oui, oui, Mais oui, idée fabuleuse. c'est pas un film capitaliste pour autant, hein. Non. Non, parce que l'argent fait le bonheur. En soi, oui ou non, mais il y contribue. La preuve. Oui, non, mais en fait, mais ça, c'est l'idéal communiste. L'argent peut faire le bonheur à condition d'être bien distribué, en fait. C'est Mais ça. ça, c'est aussi quelque chose, j'en parlais avec un pote hier justement, et on avait dérivé sur Guédiguian, tiens, tu vois, comme quoi Ouais. on finit toujours par revenir à notre propre église au milieu du village. Enfin, où on se disait justement, enfin, moi j'avais parlé d'une interview qui date de La Pivoleuse. Alors, à voir à quel point tout ça est très réel, parce que ça me semble très utopiste. Et je pense qu'à une période, ça s'est pas forcément passé comme ça, où justement, tu as la personne qui interviewe Robert Guédiguian, c'est dans un journal, mais c'est une brève que j'avais trouvée, donc je ne sais même pas de quel journal c'est issu. Euh, il lui dit on vous a toujours appelé un réalisateur communiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Et lui, il répond mais c'est jusqu'à la méthode de production de mes films. Et il explique que si lui est riche à un moment de sa vie, toutes les personnes qui ont travaillé à ses côtés sont riches. Et la personne ne comprend pas, il dit non, mais ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que si sur un film, il me dit j'ai 100 techniciens, supposons. Ouais, quand je dis technicien, enfin, j'ai 100 alliés, tu vois, en disant j'ai des acteurs, j'ai des techniciens, on est 100 à travailler. Si mon film gagne 100 euros, nous aurons tous 1 euro. Et il explique qu'il a toujours, depuis notamment qu'il est passé à la production de ça, toujours partagé équitablement l'intégralité des recettes. C'est-à-dire que, si on suit sa logique, alors, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, mais en soi, on va dire le régisseur, tu vois. Mais aux États-Unis, tu as ça, tu as l'assistant café, tu vois, aux États-Unis. Extrêmement mal payé, j'imagine. Mais enfin, j'en sais rien, en vrai, hein. Et ben là, il te dirait: «Mon assistant gaffé gagnera la même chose que moi». Alors que, nous, dans le système de production en France, ce qui suit une certaine logique, tu vois? Il y a des postes, des fiches de poste et donc des salaires liés au poste. Et Guédiguian lui dit: «Moi, j'ai toujours éclaté ça. On a toujours partagé équitablement l'intégralité de ce qu'on a gagné. Quand on a gagné peu, personne n'a rien gagné. Quand on a gagné beaucoup, tout le monde a gagné beaucoup». C'est fabuleux de penser comme ça. Donc voilà, je pense que c'est pour ça, tu vois? Il y a toujours cette espèce de marotte qui est très droitière, hein, tu vois, on le voit par exemple avec les gens qui avaient alpagué Jean-Luc Mélenchon sur sa déclaration de patrimoine. Oh mon Dieu, il a une maison, voilà, qui vaut tant, il a une voiture, tu sais, là, tu fais, enfin, le mec a trimé, il a peut-être hérité, enfin, ça va, il a une baraque, il en a pas 40, enfin, détendez-vous, quoi, tu vois. Alors, avec, effectivement, moi, à cette époque-là, moi, forcément, je levais le poing en disant regardez, Poutou, il a juste une Twingo, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, c'était pas une Twingo, mais bon, je veux dire, c'était rigolo, quoi. La seule déclaration de patrimoine de Poutou, c'était sa petite bagnole dégueulasse, mais c'est marrant. Mais on l'alpague avec ça en mode un communiste, enfin, quelqu'un qui se. Mélenchon n'est malheureusement pas communiste, hein, il est un petit. Pas assez à gauche à mon goût, même si je le soutiens pas mal. Et je sais que toi aussi. Je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on alpaguera toujours les gens de gauche convaincus en leur disant vous n'avez pas le droit d'être riche. Ah oui et non. Ah, un communiste riche, c'est pas normal. Mais attends, on n'est pas en train de te dire un communiste qui s'enrichirait sur le dos des autres, c'est pas un communiste. Par contre, effectivement, quelqu'un qui dit ah oui, d'accord, mais je me suis enrichi, mais à condition d'avoir réparti et donc d'avoir partagé à tout le monde, et donc on a tous la même richesse, il n'y a pas de problème en fait. Mmh. Ah, C'est des enfin, faux procès. je C'est des métaphorise un peu faux le film, mais c'est ça, quoi. c'est des faux procès qu'on a fait aussi récemment à Manon Aubry avec son soi-disant yacht qui était qu'un pauvre Le, voilier, m- loué. le magnifique yacht, attends, magnifique yacht, 10 chambres avec piscine. Non C'est vrai que mais c'est vrai que c'était un voilier, en plus elle a loué, je crois. C'était même pas elle. c'est Je sais ça, plus. c'était un Enfin, cadeau d'anniversaire, fait rétroactivement, et c'est une location à 200 € payée à plusieurs pour le cadeau de son père, hein. Tu parles, tu pas besoin d'être, hyper dans le capitalisme pour t'offrir ça, quoi. Tu fais un aller-retour en TGV, tu as le même prix, hein, même plus. Voilà, donc c'est non mais c'est les fameux faux non, mais c'est procès, absurde, c'est absolument absurde. c'est quand tu n'as pas de fond, pour argumenter, tu vas sur des cochonneries comme ça. C'est la Oui. fameuse ère de la post-vérité aussi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Un autre débat, oui et non, du coup, parce que pour le coup, voilà. Mais alors là, voilà, on est dans une forme de conclusion, parce que bon, c'est un film, oui, qui m'a bien impacté quand même, parce que il faut rentrer dedans, mais une fois que tu es dedans, tu plus envie d'en sortir. Moi, là, le revoir pour l'émission m'a. Parce que tu sais, on en discutait du coup pas mal avec Louane, vu qu'on est en train d'avancer dans notre rétrospective. Et là, par exemple, on vient de voir La Ville est tranquille, que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé, lui un petit peu moins.
et on discutait du ah là là, qu'est-ce que c'est pour l'instant les meilleurs. Parce que moi, j'ai très envie de présenter du Guédiguian, tu vois, en ciné-club. Oui. J'ai notamment fait un petit laïus sur ce serait bien qu'on fasse Marius et Jeannette. Et lui, Yoann m'a dit est-ce qu'on n'attendrait pas de tout voir pour décider lequel on fait. Ce qui est très sage, tu vois, parce qu'au final, peut-être qu'on va avoir autre chose qui va se dévoiler derrière. Mais ce qu'on se disait, enfin lui il me disait, moi pour moi le meilleur ça reste l'argent fait le bonheur. Et je lui avais dit, ah ouais, quand même, avec tout ce qu'on a vécu après, c'est peut-être pas aussi fort que ça, tu vois, même si c'était très fort. Et là je le revois, et enfin, j'étais dans un état pas possible quand je l'ai revu. Non, le film fonctionne merveilleusement bien. Et si on n'est pas aguerri au cinéma de Guédiguian, un film comme ça peut nous rendre, on va dire, accro et adepte de son cinéma, mais alors quand on l'est, le revoir fait quelque chose de très fort. Là, tu vois, tout était déjà là, quoi. C'est excellent parce que c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour le cinéma de Guédiguian, ce genre de film. Il y a beaucoup de très bonnes portes d'entrée, hein, tu vois? Au final, on parlait de La Fête continue, c'est une très bonne porte d'entrée. La Pivoleuse, un peu moins, tu vois? Moi, c'est un film que j'avais beaucoup conseillé et beaucoup de gens qui connaissaient pas Eddie Guion me disaient: «Ouais, mais c'est peut-être un peu naïf, c'est peut-être, on sait Ouais. pas trop», tu vois? Mais je pense que c'est pareil, c'est un film quand tu connais, tu es très touché, quand tu connais pas, tu peux être un peu extérieur. Mais ouais, Marius et Jeannette et celui-là, L'argent fait le bonheur, c'est peut-être effectivement pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, les 3 grosses clés d'entrée, du cinéma de Guédiguian par lesquelles tu peux, aller facilement, ouais. Alors, ce qui est très intéressant et qu'on n'a pas dit en préambule, c'est que ce film, à la base, est une commande. France Télévisions, à l'époque, Ah avait ça, je fait savais pas toute pour une le coup. vous avez faire une commande de série de téléfilms dans le cadre d'un truc qui s'appelait Les Mercredis de la vie. Mmh. C'est pour ça que c'est passé d'abord sur France Télévisions et après, c'est sorti au cinéma. Il y a eu des films dans les années 90 comme ça, qui ont d'abord été diffusés en téléfilm et qui sont passés au cinéma, notamment Le Péril jeune de Clapiche, par exemple. C'est intéressant, ça. Et donc, C'est c'est à sympa la aussi. base une commande et après, au fur et à mesure de la commande prise, Guédiguian et Milesi ont fait un film qui était très cher à leur cœur. Et ça, c'est très beau quand vous avez des œuvres de commande comme ça qui finissent par être très personnelles pour un auteur. Ça arrive plus qu'on le croit. Ouais. Mais bon, si ça a été une commande aussi, c'est qu'ils savaient, ceux qui ont fait la commande, que Guédiguian serait parfait pour faire un film comme ça. Et à mon avis, il est allé plus loin que la commande. Parce que là, on sort même du cadre juste d'un film téléfilm vite fait du dimanche soir. Ou du mercredi soir, du coup, ça a dû passer le mercredi. Et donc, c'est encore plus fort finalement de voir que ça part sur une masse comme ça, contrainte. Mais en fait, Ouais. s'il n'y a aucune contrainte, c'est-à-dire qu'il y a très peu de scènes qui ont dû être tournées en studio, peut-être des scènes intérieures, je ne sais pas. Ça a l'air très naturaliste. On est dans cette idée vraiment d'un film qui montre une réalité. De toute façon, Guédiguian, il s'inspire probablement aussi, ici mais ailleurs, de ce courant de néoréalisme italien. De toute façon, néoréalisme italien, Renoir, Duvivier, bonne époque, hein. Plutôt la belle équipe, je pense. Pagnol, tout ça, c'est ce qui a inspiré Visconti et tout après. Donc, de toute Bien façon, sûr. une boucle est bouclée là-dessus. Et j'irai même plus loin, là, sur le banlieue film, là, intéressant. Il y a eu des films avant, hein, intéressants dans ce domaine. Notre cher Samir de la chaîne Microciné probablement pourrait nous en parler pendant des heures. Je sais qu'il a fait des émissions avec David Fonseca. Il a fait, ouais, une série d'émissions, je crois qu'il y avait 9 émissions, un truc comme ça, Ouais. avec Je David pense pas qu'il ait parlé Fonseca. de Guédiguian. À vérifier, peut-être qu'à un moment. Alors pourtant j'avais tout écouté, mais je pourrais pas te dire, ouais. Ça date un petit peu. Je l'avais écouté ça, à la sortie, effectivement, je les avais suivis. Je sais plus, mais c'est possible, mais à vérifier. C'est intéressant Il parce en que. a beaucoup parlé avec, Emmanuel Burdeau, Ah, de Guédiguian. Parce qu'Emmanuel Burdeau lui disait que enfin, je sais qu'à une période, il était en redécouverte du cinéma de Guédiguian. Ça m'avait pas mal touché parce que je crois alors, si je me trompe pas, hein, attends, je veux pas retranscrire exactement ce que j'ai entendu parce que je me souviens pas de tout, mais il disait qu'à l'époque, ils avaient fait, je crois un dossier pour les cahiers quand il était au Cahiers ou en tout cas, il avait travaillé un peu sur ses films, que ça lui était un peu passé au-dessus et que là, du coup, il les revoyait, alors je ne sais plus dans quel cadre et que vraiment il repensait énormément à ses films et qu'il se disait, «C'est un cinéaste, pas qu'on a» je pense pas qu'il dirait sous-estimé parce que c'est un cinéaste qui a quand même pas mal été estimé peut-être et qu'il est survolé. qu'il est toujours, mais peut-être survolé, ouais, et qu'il est là, Ouais. putain, revoir ses films, c'est important. Moi, c'est, pour écouter pas mal, cette émission toujours un petit peu, voilà, contradictoire dans tout ce qu'elle veut faire, dans le sens où, elle est fabuleuse à écouter, mais quand même, c'est un ramassis de conneries dans ce qui est dit, qui est Le Masque et la Plume. Hem et pour remonter le temps avec eux, tu sais, c'est ce que je dis, moi, c'est quand il y a une nouvelle émission, je l'écoute, mais sinon, quand justement il y a pas de nouvelle émission et que j'ai envie d'en écouter, je remonte un peu le temps. Donc là, j'en suis, tu vois, en 2001 et alors généralement, j'écoute que sur les films que je connais, mais quand il y a un petit Guédiguian et que je l'ai pas encore vu, je fais: «Ah quand même, je vais écouter» et c'est Michel Simon qui est fabuleux là-dessus, qui à chaque fois revient et lui, il dit, enfin, il a un rapport, à Guédiguian qui est presque un rapport avec, qu'il a avec Woody Allen en disant, «Ça n'existe pas un mauvais film de ce mec».
Ouais, c'est ce qu'il dit de Woody Allen et c'est ce qu'il dit de Guédiguian. Il dit: «Là, c'est peut-être un petit peu moins bien, mais quand même, c'est toujours fabuleux, machin» et par contre, il revient constamment à ses premiers films, tu vois? À chaque fois qu'il y a des gens qui lui disent: «Oui, mais là, par exemple, c'est un peu naïf», il fait: «Non, parce que quand vous prenez ce film, que vous voyez ça, que vous voyez ça, il y a une matrice qui se crée». Mais c'est vrai qu'après, et ça, c'est ça qui est fabuleux, c'est que, chaque fois qu'il y a, en tout cas dans tout ce que j'ai écouté, un film de Guédiguian, c'est l'événement en masqué la plume. Donc il y a cette critique de cinéma-là, qui est un peu plus âgée que nous quand même, enfin, pas forcément la mouture actuelle d'ailleurs, hein, parce que maintenant, c'est des critiques plus jeunes qui ont notre âge, je dirais, en majorité. Enfin, à part Pierre Murat, du coup, qui maintenant est le nouveau doyen. Mais c'est vrai que quand tu écoutes ça dans les années 2000 et tout ça, donc c'est une critique qui est un petit peu plus âgée que ce qu'on est aujourd'hui, mais qui a grandi avec ces films-là et qui le revendique. Et pour eux, voilà, un film de Guédiguian, c'est le premier film du programme quand il arrive. Donc je pense qu'effectivement, c'est un cinéaste qui parle peut-être pas à toutes les générations, mais qui fait quand même partie de l'imaginaire. Et c'est vrai que les derniers films, j'ai l'impression qu'ils sont plus trop regardés. C'est dommage parce que ça pourrait parler. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui justement me parlent d'idéal communiste, de la gauche, sont très engagés et s'y dirigent. Moi, j'en vois dans ma rédaction, tu vois, et je leur dis, mais regardez ce cinéma-là, il est pour vous, en fait, il est écrit pour vous, ce cinéma. Ouais. Mais ce que j'y pense, hein, je parle beaucoup avec des jeunes, je fais des duos avec des jeunes, notamment je salue Théo alias Salvatore ou Hugo de la 7e Illusion, qui, je pense, ne connaissent pas le cinéma de Guédiguian, qui sont très à gauche. Ils verraient ce film-là en particulier, je pense qu'ils aimeraient beaucoup. Ah, mais D'ailleurs, je m'en regardez vais ça et leur on en conseiller. parle. Ah Je oui. m'en vais leur conseiller, et clairement directement. Parce Ah que, non, mais surtout les gars, regardez ça et ensuite on en parle, quoi. Et puis on se fera plaisir oui, ensemble parce que c'est important. c'est vrai. Et puis en plus, tiens, je parlerai de transmission, même si elle commence à. Là, je pense qu'elle a presque 40 ans déjà, mais on l'imagine très jeune, toujours dans notre tête, tout à l'heure, de parler de Mektoub My Love, une des actrices fétiches, Asia Herzi, qui est Oui. aussi réalisatrice. Moi, je pense à son premier long métrage, Bonne Mère. Bonne mère, bien sûr. C'est un héritage absolu de Guédiguian, ça. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ah, est-ce que Donc, c'est un héritage revendiqué et conscient? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, bah, c'est dans la réalité de ce qu'elle vivait à Marseille, avec sa famille, dans les communautés et tout. Ce qui serait très intéressant, c'est de voir si Guédiguian a vu ou aimé Bonne Mère et si Asia Herzi est, on va dire, proche du cinéma de Guédiguian et intéressé peut-être un jour de les voir ensemble. Bon, après, je sais pas, hein, peut-être que. ah, ce serait enfin, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Je sais pas du Ouais. tout si ça leur traverse la tête, mais ça m'intéresserait beaucoup, effectivement. Puis ça serait pas illogique en soi. Mais voilà, Ce donc serait pas illogique. autant pour vous conseiller Bonne Mère aussi, que j'avais découvert un peu avant la petite dernière, que j'avais découvert un peu en loose day comme ça. J'avais rien dit dessus, même pas de vidéo, parce que je me suis dit, Mmh. j'y reviendrai un jour dessus. Parce que tu sens, il y a des films comme ça. Mais Afsia Herzi est une cinéaste, qui je pense enfin, qui c'est une grande cinéaste en devenir, même si pour Oui, l'instant déjà elle a fait des films assez fabuleux, mais c'est une, oui, je pense très grande cinéaste en devenir, ouais. voilà, à suivre. Mais du coup, c'est pour ça que ça ouvre les transmissions et les autres univers. Merci Thierry. Alors, évidemment, on attend avec impatience ce grand corpus Ah, guédiganesque. du coup, oui, c'est pour ça que je te disais initialement que j'aurais pu te lire le truc parce que normalement, on va la tronçonner un petit peu, cette Ouais. rétrospective et commencer à la publier là alors qu'on n'a pas terminé de l'écrire. Voilà, il y a cette espèce de frustration de se dire qu'on a quand même travaillé dessus depuis un moment et qu'il est peut-être temps de se dire: «Allez, on commence à en sortir dès maintenant, un rythme peut-être de, un épisode par mois». Un épisode, un corpus d'articles par mois et en continuant à rattraper de notre côté. Là, si on fait ça, on en a jusqu'en janvier, tu vois, des trucs. À défaut, des fois un, 2, des fois 3 films par article et normalement, j'imagine qu'on aura bien avancé d'ici là, donc peut-être qu'on va réduire après la fréquence pour justement, sortir ça plus vite. Mais là, normalement, d'ici quelques jours, enfin, selon la date à laquelle tu publies notre entretien, Ah, ce sera voilà. peut-être déjà en ligne, alors, du coup. Alors là, c'est en relecture. C'est-à-dire que En relais. nous avons notre cher Stéphane Michel qui a relu, le préambule que j'ai écrit en hommage Alors, du coup, salut Stéphane, au passage. voilà, à Virgile. On attend une deuxième relecture parce qu'on fonctionne toujours à 4 yeux, on va dire, enfin à 4 yeux dans nos relectures. Donc on attend, sûrement Élie ou Margot qui vont relire, de notre côté, voilà, le préambule qu'on va publier. On a le premier article avec 2 films qui sera publié dans la foulée et normalement, voilà, à partir de septembre, il y en aura 2 autres, tu vois? Et on va avancer comme ça. Donc D'accord, bah oui. là, d'ici quelques jours, en tout cas à l'heure où on enregistre, il va y avoir, le préambule et le premier article qui va tomber. Donc je De toute compterai façon, sur toi aussi pour m'en faire des retours. si c'est en ligne avant la vidéo, il y aura bien sûr un lien en commentaire, hein, Oh, comme ça. Ah bah oui, voilà, mais merci en tout cas Thierry, voilà, et en merci à plus, toi. parler d'Édiguian ici, en article et tout, ça va être
d'autant plus important vu la période qui s'amène jusqu'à mai 2027 et après mai 2027 aussi, parce qu'il y aura des législatives, ça sera limite plus important encore hein, que la présidentielle en tant que telle. On traverse une période, comme dirait. C'était quoi ça? We live in a society, comme disait le Joker. Ouais, il peut se taire. Mais, enfin, Non, c'est que celui qui parle à travers avec lui, il pourrait se taire, mais on va dire ça comme ça. oui, Mais c'est vrai. non, mais c'est vrai que c'est intéressant que tu dises ça, c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure. Il faut pas oublier que, par exemple, actuellement, il y a eu cette interview, alors qui est pas très très bonne, de Daroussin qui se fait épingler là sur le plateau de l'autre abruti, là, Jordan Deluxe, pour son soutien à Mélenchon. Donc oui, Guédiguian et Daroussin se font attaquer de toutes parts. Moi, j'ai vu tu m'avais partagé ce tweet, puisque voilà, justement, ça fait Et longtemps sur que je X. suis plus sur ces réseaux-là. Oui, donc ce tweet, alors comment on appelle ça du coup, si Ce Twitter on X, disait un tweet, ce poste. ouais, ce sous. Ah oui, il s'est fait insulter, Guédigan. Il s'est fait insulter, enfin, tu vois, mais il se fait alpaguer toutes les 3 secondes. Alors, en plus, sous des bases quand on est communiste, on prend pas du financement. À chaque fois, il répond des trucs en disant, enfin, après, lui, il répond avec son arrogance qui est la sienne, qui dit, c'est mes films qui font rayonner ces régions, pas le contraire. Mais il a raison, cela dit, parce qu'en même temps, effectivement, la production française qui se passe dans les régions apporte énormément de tourisme, apporte plein de choses, fait travailler énormément l'économie locale, et ça, on a tendance à l'oublier, quoi. Donc, on est là à dire, ah, ils sont subventionnés, ils sont subventionnés. Il fait, ah non, ils font travailler toute une région, en fait, les gars. Mais ça, visiblement, ça vous parle pas, vous qui voulez défendre le protectorat français à tout prix. Et ben, regardez, les films financés par les régions le font, en fait. Mais vous avez oublié. Bon, c'est pas grave. Toujours les mêmes bêtises des mêmes gens, hein, de ces mêmes Oui, genres de oui, personnes. Et, des gens oh, qui donne réfléchissent de pas l'argent beaucoup. aux films de gauche et tout. Voilà. C'est pas très gentil de dire ça, mais c'est effectivement des gens qui réfléchissent pas beaucoup, hein. Ouais, c'est comme ceux qui disent, hein, même très haut placés, ah bah l'Odyssée, c'est pas historiquement fidèle hein, de Nolan. Hein. Oh là là. Hein. Bah ouais, parce que Historiquement. moi je me souviens, tu vois, les études historiques disaient déjà que le Cyclope, il avait que 5 yeux. Quand on a En retrouvé plus. au carbone 14 le Cyclope, Non, il avait 6. D'où le nom, c'est- Cyclope. Hein. ouais, mais tu sais, mais c'était pareil. Moi, on avait discuté avec des historiens de Jason et les Argonautes, et l'hydre, d'ailleurs, n'était pas extrêmement réaliste. Alors qu'on a quand même tous les dossiers, on a quand même prouvé, on a débunké que l'hydre avait quand même une certaine façon de ressembler, comme Cerbère, comme tout ça. Non, non, enfin, je m'arrête là. C'est vrai que c'est extrêmement con Il y cette a des gens qui, remarque premier de. degré, vont te croire, Ah non, attention. mais Hein. l'Odyssée historiquement viable, quoi. Tu fais, mais oh là là. Tout ça parce que Hélène de Troyes est jouée par Lupita Nyong'o. Voilà. Enfin, mais Hélène de Troyes, mais tu te rends compte, elle est censée être blanche? Non. Enfin, même dans le récit homérique, hein, d'ailleurs, n'oublions pas, attention, et les gars, vous savez que Homère, c'est peut-être pas quelqu'un. Oh! En Ça, plus, on n'en sait il n'a rien. pas existé, Attention, Homer. voilà, il a peut-être pas existé, Homère, on n'en sait rien. Et ça, d'ailleurs, on n'en sait vraiment rien. Mais il y a juste écrit, c'est la plus belle femme du monde, hein. Il n'y a pas Voilà. écrit elle est blanche aux yeux bleus, c'est Diane Kruger, les gars. Donc calmez-vous. Ah, Ça peut être Diane Kruger. Je n'ai rien contre le fait que ça ait été Diane Kruger chez Wolfgang Petersen. Mais c'est pas parce qu'un jour quelqu'un a choisi que c'était elle que vous devez dire ça doit ressembler à ça. Si ça me non fait mais penser, petit aparté qui me fait rigoler. Bon, on va revenir sur Jésus, hein, je dirais ça. Mon grand ah ami oui. Martin Scorsese que j'aime beaucoup. Jésus doit-il ressembler à William Dafoe? Je n'en sais rien. Mais par contre, effectivement, vu la région du monde où il est né, je me Oui. permets d'imaginer qu'il est peut-être pas aussi blanc aux yeux bleus que ce que vous imaginez. Mais ça me fait penser, tu sais, à un horrible film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a. Attends. Qu'est-ce qu'on Tous a fait fait au au bon bon Dieu? Dieu, le troisième du nom, tu sais, où ils doivent jouer cette pièce sur la vie de Jésus et que du coup les parents se bataillent parce que c'est le fils Kofi, donc un homme noir, qui doit jouer Jésus. Et ça fait polémique. Et à un moment, et c'est là où je me dis, Chevron est pas si con que ça là-dessus, c'est qu'à Ah. un moment, il va filmer à l'extérieur une manifestation de gens qui protestent contre ce choix-là, et il va aller capter un enfant qui n'a rien demandé là, qui est juste dans une manifestation parce que ses parents l'ont emmené. Il tient une pancarte avec écrit Jésus était blanc. C'est fabuleux. Putain, quel enfer. Voilà. C'est le même genre d'enfant qui dirait oh, mon père, il aime pas les Arabes. Exactement ça. C'est Ah. exactement ça. Alors que bon, les manifs de droite, généralement, ça a quand même toujours été des parents qui, quand ils se rendent compte que les flics vont charger, et ça, j'avais vu ça à la manif pour tous, on avait vu ça dans les archives, c'est quand même assez grave. Ces gens-là ne font pas de manifestation, donc ils savent pas ce que c'est, parce que bah, la manif étant quand même, c'est vrai, pas historiquement et pas intégralement, mais quand même généralement amené par des mouvements qui sont quand même très proches des ailes gauches. On sait comment ça se passe. Tu sais que devant, tu vas mettre les gens qui sont d'accord pour en découdre un peu avec la police, et les familles et ceux qui viennent avec leurs enfants se mettent en retrait. La droite n'y comprend rien. Et moi, je me souviens de cette image où la police a commencé à charger en voulant gazer, et t'as les espèces de cathos à la con, ils ont pris leurs gamins pour se protéger. Oh.
OK. Voilà. Bon, Alors on dérive un petit peu, mais tout ça, une fois de plus, hein, les enfants n'ont pas à être les dommages collatéraux de vos conneries, tu vois? Hop, on a réussi à reboucler. attention aux enfants. Attention aux enfants. Voilà, donc on a bien digressé, mais il faut digresser là. C'est vraiment Oui, oui, c'est le important, ça me cinéma fait de du bien Guédiguian aussi. permet de belles digressions aussi. Voilà. Et on attend, en retour, vous, en commentaire, votre rapport à Guédiguian parce que oui, exprimez-vous parce que peu de gens s'expriment sur Guédiguian. C'est le moment de le faire, surtout donc dans les prochains mois qui viennent, hein. Bon cinéma à remettre en avant et on a voilà, votre avis bien sûr, avis c'est un grand mot, hein. Votre sensation sur L'argent fait le bonheur et autres films du monsieur, qui en a quand même une bonne vingtaine maintenant je pense, Un ouais, petit peu plus, ouais. un peu plus, ouais. Pas Une beaucoup grande plus, mais carrière. oui, oui, effectivement, il a une grande carrière et on est plus, ouais, Il y a un prochain donc en octobre, donc il ne le s'arrête prochain pas. en octobre. La troupe est Non, là, elle le non, non, vit et on avance. C'est et ça on le plus important. et on souhaite que ça continue. Ah mais évidemment et même si ça tourne mal sur les élections de l'année prochaine, il faudra résister d'une certaine manière. Il faudra espérer que oui, que les artistes pourront continuer à s'exprimer, ce qui va être, peut enfin, on verra. Bah, circuit indépendant, J'imagine mais peut-être pas complexe tout de suite, tu vois? Mais non, non, non. qu'on va voir le tournant effectivement, parce Ouais. il va falloir détricoter pour, s'ils Ouais. veulent vraiment mettre la main mise sur Ah l'art et la mais attends, culture. Mais bon, c'est bien méfiance, parti. regarde certaines mairies, RN, c'est quand même catastrophique, hein, voilà donc Oui, bah, c'est vrai que soyez quand tu as le maire d'Avignon qui arrive à passer un arrêté municipal presque dans la semaine de son élection pour interdire justement les SDF dans le centre-ville, mais ouais. quasiment, vraiment oui, quelques jours après avoir été élu, il arrive à faire passer ça. Donc ça peut aller très vite. Après, il est vrai qu'il y a plus de contre-pouvoirs sur le plan national que local sur ces points-là, donc mais sur des décisions, hein, on va dire il y a quand même, même si le Conseil constitutionnel risque d'être mis en danger aussi sur certains points, à terme, voilà, voilà. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on aura de quoi en parler, je pense, à l'avenir ou pas, en espérant Ou que pas, ça peut-être fasse pas. voilà, hop, voilà. Mais il faut toujours, voilà, attention aux enfants, mais attention à voilà, attention. Merci, du coup. Merci à Merci toi. à vous toutes et tous qui nous avez écoutés aussi et on vous dit, comme à l'accoutumée, hein, parce qu'il y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres et puis on pourra pas nous museler, enfin, j'espère, croisons les doigts. Ouais, à la prochaine. Oh, il y aura toujours des réseaux pour parler. Ah bah oui, non, non, Espérons, on va dire entre gros guillemets, que ça reste des réseaux, accessibles pour que justement ça devienne pas de la surniche, quoi. ouais, mais attention à la loi là, moins de 15 ans, tout ça, c'est bien, mais il va falloir, confirmer nos identités, hein. Aïe, aïe, aïe. Je vous laisse là-dessus Nous verrons. en vous disant donc à la prochaine.